Sembla que sí. Allez. Bona tarda, bon vespre, bonsoir. Au nom de l'Associació Catalana d'Estudiants, l'Associació Catalana des Étudiants de l'Université de Perpignan, sigueu totes i tots les benvingudes i els benvinguts, soyez toutes et tous les bienvenus pour cette conférence en ligne autour des langues dites régionales en France et durant laquelle nous nous intéresserons aussi, bien entendu, spécialement au cas du catalan en Catalogne Nord, à savoir dans le département des Pyrénées-Orientales. Voici donc le programme. Nous sommes particulièrement contents car cette soirée va sans doute nous permettre d'en savoir plus sur ces sujets ô combien importants. Dans un premier temps et donc pour la première demi-heure, nous accueillerons Michel Felten-Palace, journaliste, rédacteur en chef du journal L'Express, spécialiste des régions et auteur de l'infolettre sur le bout des langues, une lettre d'information sur les langues de France qui paraît chaque semaine. Vous l'aurez donc compris, Michel Felten-Palace commencera cette conférence en faisant le point sur la situation des langues dites régionales en France et il nous présentera également son travail. Comment choisit-il les thèmes qu'il traite dans ses articles? Nous en saurons plus dans un instant. Dans un deuxième temps et pour une demi-heure, nous laisserons la parole à Alabaila Ferrer, professeur de catalan, maître de conférence à l'Université de Perpignan et directeur de la fac de catalan, l'Institut franco-catalan transfrontalier de l'Université de Perpignan. Avec lui, il sera question de présenter et détailler la situation actuelle de la langue catalane en Catalogne Nord, présence du catalan à l'école, données socio-linguistiques, panneaux et noms de rues en catalan et bien d'autres aspects caractéristiques de la réalité nord-catalane. Enfin, dans un troisième et dernier temps, vous qui nous regardez, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos deux intervenants que nous remercions d'ores et déjà pour leur participation, et ce, via le chat. Les questions peuvent être liées au catalan et à la Catalogne Nord, ou pas forcément. Elles peuvent être aussi plus générales et concerner l'ensemble des langues dites régionales en France, ou encore porter par exemple sur les articles et le travail de Michel Felten-Palace. Sans plus tarder, nous vous souhaitons une bonne conférence, avec tout d'abord l'intervention de Michel Felten-Palace. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, merci beaucoup Rémi, merci à l'Association des Catalanes des étudiants de la fac de Perpignan de m'avoir invité. Désolé de ne pas être présent physiquement, moi je suis quelqu'un d'assez tactile, si je puis dire, d'émotionnel, donc je préfère 100 fois être présent physiquement, mais bon, compte tenu des circonstances, tout le monde comprendra que ça n'est pas le cas, ça perdra peut-être un petit peu de son naturel. Et puis un dernier petit mot, on a eu un petit problème technique, je ne peux pas actionner le PowerPoint que j'ai préparé moi-même pour des raisons de droit. Voilà, donc on va le faire en duo avec Rémi, il y aura peut-être des petits flottements et je vous demande votre mansuétude. Voilà, je complète un tout petit peu la présentation pour vous dire pourquoi je m'intéresse à ces questions-là. Il y a deux raisons, comme souvent une raison personnelle et une raison professionnelle. La raison personnelle, moi j'habite Paris, mon père était parisien, vous l'entendez sans doute à mon accent, mais ma mère était béarnaise, issue d'un tout petit village au fin fond d'une vallée pyrénéenne, et sa langue maternelle était le béarnais, qu'on appelle béarnais, gascon, occitan, peu importe. Sa famille parlait béarnais, tout le village dans lequel je passais énormément, quasiment toutes mes vacances, parlait béarnais. Et je suis un peu vieux, plus âgé que vous, mais pas tant que ça. Et à l'échelle d'une vie comme la mienne, ce qui est très peu quand on s'intéresse aux langues, j'ai vu cette langue qui était ultra majoritaire, non pas disparaître, elle est encore pratiquée, mais devenir très très minoritaire. Donc je suis sensibilisé pour des raisons familiales et personnelles à cette question des langues qui sont menacées de disparition. La seconde raison est professionnelle. Je m'intéresse depuis 30 ans, je crois que je suis journaliste, aux régions, à la relation particulière qu'il y a dans ce pays entre Paris et les autres régions. Et dans les multiples sujets auxquels je me suis intéressé, il y a celui des langues régionales. Et j'ai compris très vite également que je ne pouvais pas comprendre la situation des langues dites régionales en France si je ne m'intéressais pas au français. Donc j'ai fait plusieurs choses pour essayer de m'intéresser à ce sujet. Alors, je vais demander à Rémi d'actionner la première diapositive. Donc, je publie depuis 3 ans une lettre d'information consacrée aux langues de France, c'est-à-dire aussi bien la langue française que les langues dites régionales. Je ne sais pas si, Rémi, ça fonctionne, si on peut voir la diapo suivante. Donc, ça s'appelle « Sur le bout des langues » et j'alterne à peu près une semaine sur deux un sujet sur la langue française
un sujet sur les langues. Et je fais le même travail dans l'édition, si je puis dire. J'ai publié 2 livres, l'un qui s'appelle « J'ai un accent et alors ?» avec un collègue qui s'appelle Jean-Michel Apathy, qui est un tout petit peu plus connu que moi, évidemment. Et le thème du livre consiste à dénoncer, je dis bien dénoncer, les discriminations dont sont l'objet les personnes en France, les personnes qui parlent avec un accent régional, puisque soit ces personnes, il leur arrive régulièrement d'être moquées, peut-être est-ce le cas d'un certain nombre d'entre vous, quand elles prennent la parole, tout le monde rigole, simplement parce qu'elles parlent, avec un accent différent de l'accent standard, soit certains sont carrément ne peuvent pas accéder à des emplois en raison de leur accent. C'est-à-dire qu'on ne les juge pas sur leur qualité propre, on les juge sur un trait de leur personnalité, et c'est l'équivalent d'interdire un emploi à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est juif, parce qu'il est homosexuel, parce que c'est une femme. C'est une discrimination. Voilà. Donc c'est un sujet qui est mal connu et qu'on a essayé de dénoncer avec Jean-Michel Apathy. Et j'ai fait un 2e livre sur l'histoire de la langue française pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis aperçu que, voilà la lettre d'information. Merci Rémi. Donc on peut continuer encore parce que j'ai poursuivi. Je m'aperçois que je suis plus crédible quand j'explique des choses sur les langues régionales parce que l'on me prête un certain crédit sur la langue française. C'est malheureux. Je devrais pouvoir être jugé uniquement sur ce que je dis, mais le fait que je connaisse un petit peu la langue française fait que des personnes m'écoutent davantage lorsque je parle des langues régionales. Tout comme le fait de travailler à l'Express, c'est stupide, mais c'est comme ça, me donne plus de crédit que si je travaillais dans mon journal préféré, qui est la République des Pyrénées, puisque je suis un petit peu béarnais. Voilà. Si j'écrivais la même chose dans la République des Pyrénées, ça aurait moins de poids que ce que j'écris dans l'Express. C'est complètement stupide, mais malheureusement, la France marche comme ça. Et j'essaye de jouer aussi, de faire un peu de judo, si vous voulez, et d'utiliser le système pour essayer de renverser un petit peu les choses, enfin, à ma modeste mesure, évidemment. Et donc, j'ai fait un livre sur l'histoire de la langue française que j'ai appelé volontairement la fabuleuse histoire de la langue française, fabuleuse dans les 2 sens du terme. C'est fabuleux parce que le français, qui est une évolution du latin parmi d'autres, il n'y a pas de raison, si on remonte à l'an 800 ou à l'an 900, qu'un jour ce soit l'une des plus grandes langues mondiales, ce que le français est, et donc c'est fabuleux comme destin, mais c'est fabuleux aussi dans le sens où il y a beaucoup de fables qui s'écrivent sur la langue française. Le français serait une langue supérieure, une langue claire, une langue pure, etc. Tout ça, c'est faux, et j'ai essayé de démonter également ces fables dans ce livre. Je ne sais pas si les diapos peuvent avancer, Rémi, ou pas. Voilà, j'en suis à 3 ou 4 diapos plus loin. Voilà, ça c'est le premier livre. Il y en a un second. Voilà, hop. Et puis après, on sera au 3e. En gros, moi, quand je me définis, je dis que je suis un amoureux de la diversité culturelle. Et on peut passer à la diapo suivante. Et je ne me résous pas à voir les langues de France décliner. Et je pense qu'il est encore possible d'inverser les choses. Voilà. On peut s'arrêter là. Et je prends souvent cet exemple. Vous vous souvenez, comme moi tous, de l'incendie de Notre-Dame de Paris, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, que s'est-il passé? Tous les Français se sont dit, mais cette cathédrale, ça fait partie de notre patrimoine, il faut naturellement la sauver. Imaginez que l'on ait dit, bon, cette cathédrale, effectivement, c'est une belle cathédrale, mais après tout, on a d'autres cathédrales gothiques. On a Reims, on a Amiens, on a Soissons. Eh bien, écoutez, celle-là, on va la laisser tomber, et puis on va garder les autres. Et puis on pourrait même détruire les autres, tiens, et n'en garder qu'une. Finalement, ça nous fait une cathédrale gothique. Imaginez que quelqu'un ait dit ça. Ça aurait été un scandale, y compris à mes propres yeux. Eh bien, il y a un domaine de notre patrimoine où l'on fait ça, c'est les langues. Nous avons en France un patrimoine linguistique avec beaucoup de langues, et on dit quoi? On dit, on a le français, ça nous suffit. Cette politique est stupide, je le pense vraiment. Je pense qu'elle doit être changée, et je pense qu'elle peut être changée. Alors, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, Rémi. Voilà ce que je vais vous expliquer ce soir en 6 points, si je puis dire. Je vais d'abord rappeler que la France est fondamentalement un pays plurilingue. J'imagine que vous le savez, mais beaucoup de gens en France pensent que c'est le contraire. Deuxièmement, je vais montrer que malheureusement, on assiste à un effondrement historique de la pratique de ces langues, que toutes ces langues sont menacées de disparition en métropole, puisque nous avons aussi un très beau patrimoine outre-mer. Je vais expliquer que, contrairement à ce que j'entends parfois, les langues régionales ne sont absolument pas condamnées par la modernité. Je vais expliquer que, comme elles ne sont pas condamnées en soi, si elles déclinent, c'est parce que la France ne veut pas les sauver. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et enfin, j'expliquerai rapidement comment on pourrait les sauver. Alors, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, Rémi. La France est un pays fondamentalement plurilingue.
j'entends souvent, y compris par le président de la République, c'est pour ça que je me permets d'insister, que la France serait un pays monolingue. Non, voilà la part de la population parlant français en France. Alors, ce sont naturellement des ordres de grandeur. Au XVIe siècle, on n'avait pas l'INSEE et d'enquêtes très fiables, mais prenons-le comme des enquêtes comme sérieuses. C'est les historiens de la langue qui disent ça. Début du XVIe siècle, donc c'est François Ier Villers-Cotterêts, voilà pourquoi je prends cette date, 10% de la population des sujets du roi parle français. Fin du XVIIIe, c'est la Révolution, 20%. Avant la Première Guerre mondiale, environ 50%. Aujourd'hui, on serait aux alentours de 90%. Les 10% restants, ce sont des immigrés de fraîche date. Je ne crois plus qu'il y ait en France des villages de Catalogne ou de Bretagne ou du Béarn où l'on ne parle pas français. Ce sont pour l'essentiel des immigrés de fraîche date. Si on peut passer à la diapo suivante, donc on est un pays historiquement multilingue et on a sans doute le patrimoine linguistique le plus riche d'Europe. Alors ne regardez pas tous les petits zibouibouis autour de la carte, regardez juste vraiment la carte. Rapidement, on a une vingtaine de langues dites régionales en métropole, 3 langues germaniques qui sont l'alsacien la plus connue, mais aussi le francique mosellan et le flamand. On a une langue celtique, le breton. On a une langue pré-indo-européenne, je n'y reviens pas, le basque, et puis on a de multiples langues latines, et vous êtes bien placé pour savoir que c'est parce qu'on parle d'une langue latine qu'il y a intercompréhension. On les divise en plusieurs familles. Au nord, les langues d'ouïl, avec notamment le français, mais aussi le picard, le normand, le champenois. Au sud, la Languedoc ou les Languedoc, je ne rentre pas dans ce débat, avec des variantes, en tout cas, le gascon, le provençal, l'auvergnat. Au centre-est, on l'oublie souvent, l'arpitan ou le franco-provençal. Et puis le corse, et puis je termine par vous, puisque vous êtes, c'est vous qui m'invitez, donc à vous la meilleure place de roi, le catalan. Voilà. Donc voilà notre patrimoine linguistique pour la métropole, mais on a aussi une cinquantaine de langues outre-mer, des créoles à base français, notamment aux Antilles, ou à la Réunion, mais également des langues autochtones en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, en Guyane. Voilà notre patrimoine linguistique qui est objectivement extraordinaire. Extraordinaire. Or, on assiste à un effondrement de la pratique. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, Rémi, de la pratique. Pour la première fois dans l'histoire, je le disais, 90% des Français parlent français. C'est historique et il n'y a plus un seul endroit. Vous savez que tous les Français parlent français d'une part et qu'il n'y a plus un endroit en France où on ne soit pas compris quand on parle français. Ce qui n'était pas le cas avant, sauf dans certains endroits outre-mer. Mais en métropole, vous pouvez aller partout, parler français et être compris. Ça n'était pas le cas avant. Alors, on pourrait se dire, écoutez, c'est très bien, on parle tous français, en plus d'une autre langue dans les régions concernées. On parle catalan et français, on parle breton et français, on parle alsacien et français. Le français est notre langue commune. Moi, personnellement, je n'ai pas d'opposition, mais on garde notre patrimoine. Mais non, ce qui se passe malheureusement, ce tableau le montre, c'est qu'il y a un effondrement de la pratique et qu'on tend vers le monolinguisme. À la fin du XVIIIe siècle, on était à 90% environ de Français qui parlaient une autre langue que le français. Ça n'est pas tout à fait compatible avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, 20% des Français seulement parlaient français, mais il y a du bilinguisme, donc il y a 10% des Français qui parlaient et français et leur langue régionale. Donc fin du XVIIIe, 90% des Français parlaient une langue autre que le français. Ce taux est tombé à 25% dans les années 30, 10% dans les années 50, 5% au début des années 2000. On n'a plus de chiffres depuis 20 ans, et ces 5% étaient des personnes âgées. Ça veut dire que, si on passe à la diapositive suivante, que selon les experts et notamment l'UNESCO, toutes les langues de France auront disparu de métropole d'ici à la fin du siècle, sauf le français. J'ajoute, sauf si on change de politique linguistique. Ce sera le dernier point de mon intervention. Mais voilà les prévisions des experts. Si on continue comme ça, toutes les langues de France auront disparu de métropole, sauf le français. Alors, ça pose la question. Les langues régionales sont-elles condamnées par la modernité? C'est un raisonnement qu'on entend souvent, qui consiste à dire, finalement, ces langues, elles étaient adaptées à la France rurale, jusqu'au XIXe siècle, début XXe siècle, et puis aujourd'hui, c'est fini, parce que la France connaît une urbanisation massive, la majorité des Français vivent en ville, c'est historique, là aussi, et en ville, on sait bien on a besoin davantage d'une langue commune, la paysannerie décroît, et on sait que c'était les paysans qui étaient les meilleurs agents de la diversité linguistique, si je puis dire. On a une mobilité également considérable au moment de la retraite, notamment, votre département, je pense, le connaît très très bien, ce phénomène, et donc, quand vous avez des gens qui viennent de l'extérieur, on ne peut pas leur demander d'avoir pour langue maternelle le catalan, et donc, voilà, ça favorise également le déclin du catalan chez vous, mais c'est la même chose ailleurs. On a le brassage de millions d'hommes pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont dû utiliser le français pour communiquer entre eux. On a l'effet des médias de masse, la radio, la télévision,
Et puis, il y aurait une incapacité intrinsèque des langues régionales à dire la modernité, à dire intelligence artificielle, réseau social, etc. C'est ce que disait par exemple Michel Serres, qui était quelqu'un qui était à la fois intelligent, cultivé et gascon, et j'ai le regret de dire que Michel Serres disait une immense bêtise. Pourquoi ce raisonnement qui peut paraître séduisant est, à mon avis, complètement faux? Ça va être la diapo suivante, si vous le voulez bien, Rémi. Vous en êtes, vous les Catalans, le meilleur exemple. Un exemple quasiment pur et parfait. Je commenterai la diapositive ensuite. Pourquoi? Parce que le catalan offre l'avantage formidable d'un point de vue scientifique, c'est la même langue parlée dans deux pays différents. Or, M. Ferrer va le dire beaucoup mieux que moi. Après, on constate que les taux de locuteurs en Catalogne, espagnol et français, les taux de locuteurs sont très faibles en France et en déclin fort, alors qu'ils sont de très bons en Espagne. Expliquez-moi pourquoi le catalan serait adapté à la modernité en Espagne et ne le serait pas en France. Ça ne tient pas la route une demi-seconde. Vous avez exactement le même exemple avec le basque, évidemment. Bon. Alors, je vous prends l'exemple que vous connaissez peut-être moins, j'essaie de vous apprendre quand même quelque chose de temps en temps, le breton et le gallois. Il y a 40 ans, dans les années 80, on avait 500 000 locuteurs du breton, 500 000 locuteurs du gallois. Ça aussi, c'est un très bon exemple, parce que ce sont deux langues celtiques, parlées dans deux pays de développement économique voisins, le Royaume-Uni et la France. Le nombre de locuteurs du breton s'effondre. On est à 200 000 aujourd'hui, avec une moyenne d'âge de 70 ans. Le taux de locuteurs du gallois augmente. On est à 650 000 locuteurs. Pourquoi le gallois serait-il adapté à la modernité et pas le breton? Des exemples comme ça, j'en ai 25. Je pense que vous avez compris, vous êtes tous intelligents. Les langues régionales ne sont pas condamnées par la modernité. Leur avenir dépend uniquement de la politique linguistique, favorable ou défavorable, qui est menée à leur égard. Quand une politique linguistique est favorable à la langue régionale, elle se porte très bien. Si elle est défavorable, elle se porte très mal. Donc j'en conclus que si les langues régionales sont en déclin en France, c'est parce que l'État ne veut pas les sauver et non pas qu'il ne pourrait pas les sauver. Et maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est pourquoi la France ne veut pas sauver ces langues régionales. Là aussi, Rémi, je vais vous demander de passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Il y a plusieurs raisons. Je vais m'arrêter sur chacune d'entre elles en essayant d'être rapide et de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Les langues régionales mènent au séparatisme. Le français, c'est la promotion sociale. Le français, c'est l'égalité. Le français, c'est la liberté. Le français, c'est l'universel. Le français, c'est une grande langue. Et puis, avoir une seule langue, c'est plus pratique. Alors, je reprends les arguments les uns après les autres. Là aussi, vous êtes un très bon exemple ou un mauvais exemple. Parfois, c'est que, oui, les langues, il faut le dire, c'est une menace il y a une menace de séparatisme avec une langue. Pourquoi? Parce qu'une langue, ça ne sert pas simplement à communiquer des informations pratiques. Ça ne sert pas simplement à dire « la conférence commence à 19h, passe-moi le sel » ou « je t'aime beaucoup ». Voilà. Ça sert à ça, évidemment, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert également à un groupe à se définir comme un groupe. Et quand un groupe se sent comme un groupe, différent des autres groupes, ce groupe, c'est naturel, selon moi, veut conserver sa culture. Et dans la culture, principalement, il y a la langue. Et si ce groupe, à tort ou à raison, a le sentiment que sa culture est menacée dans l'état dans lequel il se trouve, il peut avoir l'exigence de se séparer de l'entité à laquelle il appartient. Et donc, oui, il y a un risque de séparatisme avec les langues régionales. Et c'est ça que craint la France. Principalement, c'est très simple à comprendre. Et ce dont il faut avoir conscience, si vous voulez, c'est que c'est encore plus vrai en France. Cette crainte est encore plus vive en France que dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que nous avons une diversité culturelle plus forte que les autres. Si vous prenez l'Italie, il y a des différences entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, évidemment. Mais vous avez une sorte de cohérence latine en Italie. Si vous prenez l'Allemagne, il y a des différences. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, etc. Mais vous avez une cohérence germanique en Allemagne. En France, ça n'est pas le cas. Il n'y avait aucune raison a priori qu'un jour, un Alsacien se retrouve dans le même pays qu'un Basque, qu'un Catalan se retrouve avec un Breton, qu'un Flamand se retrouve avec un Corse, qu'un Picard se retrouve avec un Béarnais ou un Berrichon. Il n'y avait pas de raison à ça. Et donc, face à cet ensemble très disparate, il y a deux méthodes pour faire tenir ensemble un État qui ne va pas de soi. La première méthode, c'est la méthode que j'appellerais la méthode suisse. Vous respectez les différences le plus possible. En Suisse, quand vous êtes à Genève, vous étudiez en français et vous pouvez faire carrière en français, vous allumez la télé en français, vous allez dans les administrations en français. Et si vous êtes à Zurich, vous faites la même chose en Suisse alémanique. Et puis à Lugano, c'est en italien, etc. D'accord? Et du coup, pourquoi voulez-vous que les Genevois aient envie de quitter la Suisse?
En revanche, je vous fiche mon ticket que si un jour les Suisses alémaniques disent à Genève « tout se fait en allemand », vous verrez qu'il pourrait y avoir un mouvement indépendantiste à Genève. Mais là, il n'y a pas de raison. Ils sont respectés. L'autre méthode, pour faire tenir ensemble des régions qui n'ont pas de raison d'être ensemble a priori, c'est une méthode autoritaire. Prenons Staline. Staline a essayé de russifier les pays baltes. Les pays baltes, quand ils en ont eu l'occasion, après la chute du mur de Berlin, ils sont partis. D'accord ? Ce que fait la Chine au Tibet, ça s'apparente à ça. D'accord ? Alors, je ne vais pas comparer la France à l'URSS de Staline et à la Chine. Pas du tout. La France n'est pas une dictature de cet ordre. Mais elle a une méthode plus souple ou plus insidieuse, selon les points de vue, qui a consisté à faire du français et du français seul la langue de la promotion sociale. Et donc, les familles, j'imagine que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été confrontés à la situation suivante. Soit je continue de parler ma langue à mes enfants et seulement ma langue, et je condamne les enfants à la misère. Il faut savoir ce que c'est que la misère paysanne en France au 19e et au 20e siècle. Peut-être certains d'entre vous la connaissent-ils. Soit, dans l'intérêt de mes enfants, je vais passer au français, y compris à la maison, puisque ma langue n'est pas la langue de l'école et de la promotion sociale. Voilà ce qu'a fait la France. Ça prend plus de temps, mais ça marche très bien, puisqu'on en est là. Et si vous pouvez passer, s'il vous plaît, Rémi, la diapositive suivante. Comme j'ai l'air comme ça un petit peu marginal, j'utilise les grands intellectuels respectés, et donc je cite Milan Kundera, écrivain tchèque, qui écrit « Pour liquider les peuples, disait Hubble, on commence par leur enlever la mémoire, on détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, et quelqu'un d'autre leur écrit d'autres livres, leur donne une autre culture et leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. » Et c'est ce que l'on a vu dans beaucoup de familles. Les gens avaient honte de parler patois. Voilà, ils s'excusaient de parler patois parce qu'ils pensaient que ce n'était pas une vraie langue. On ne leur avait pas appris ni leur littérature, ni leur poésie, ni leur histoire, etc. Ça a relativement bien marché. Et du coup, ça fait la transition parfaite. Beaucoup de gens vous disent, mais le français, c'est formidable, c'est la langue de la promotion sociale. C'est ce qu'on a expliqué sous la Troisième République, quand on a créé l'école, et puis c'est ce qu'on a expliqué encore avant, au moment de la Révolution française. Vous avez peut-être entendu parler du rapport de l'abbé Grégoire sur la nécessité d'anéantir les patois. Grégoire n'était pas méchant en soi. Il pensait quoi ? Il s'est dit, mais avant, le français était réservé à l'aristocratie, qui en faisait un moyen de distinction pour s'arroger les meilleures places. Et donc, les révolutionnaires se sont dit, on va donner le français à tout le monde, et comme ça, tout le monde, tous les citoyens, pourront accéder aux meilleures places. Ça partait d'un bon sentiment. Sauf que c'est une erreur de raisonnement totale. Évidemment, vos ancêtres catalans, mes ancêtres béarnais, auraient été ravis d'accéder à la promotion sociale pour mes ancêtres en béarnais, et les vôtres en catalan, et les bretons en breton. Quelle est cette drôle d'idée qui consiste à assurer la promotion sociale d'obliger les gens à changer de langue pour assurer la promotion sociale ? C'est un non-sens, évidemment. Les gens auraient été ravis d'avoir une ascension sociale dans leur langue, comme c'est le cas en Suisse. En Suisse, encore une fois, à Genève, vous n'êtes pas obligé de parler allemand pour devenir banquier, pour prendre un exemple un peu caricatural. Et si vous pouvez passer à la diapositive suivante, Rémi, c'est ce que disait Alain Ray, le patron du Petit Robert, que j'avais eu la chance de rencontrer, et il expliquait la chose suivante, il disait « Les révolutionnaires prétendaient donner le pouvoir au peuple, linguistiquement, ils l'ont donné à la bourgeoisie, et j'ajoute à la bourgeoisie parisienne, puisqu'on ne pouvait pas s'exprimer, sauf au tout début de la Révolution, mais je ne rentre pas dans les détails. Mais très rapidement, l'approche plurilinguiste de la première révolution a été balayée au profit d'une approche jacobine sous laquelle nous vivons toujours. Ça débouche sur un autre argument que j'entends tout le temps en disant « mais l'égalité, c'est que tout le monde parle français ». Là encore, erreur de raisonnement. Imaginez que demain, je vous dise « l'égalité, c'est que tout le monde parle basque ». Toutes les études se font en basque, tous les diplômes se passent en basque, toutes les entreprises fonctionnent en basque et tous les métiers se font en basque. C'est l'égalité, vous n'avez qu'à parler basque et on est tous à égalité. Et bien, tout d'un coup, je suis sûr qu'Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer trouveraient que ce n'est pas l'égalité, mais que ça avantage les Basques. Et évidemment, ils auraient raison. Évidemment, ils auraient raison. Il n'y a pas l'égalité, ça ne consiste pas à obliger les autres à utiliser ma langue. Ça consiste à rendre toutes les langues entre elles, et de fait, on a organisé une inégalité. Parmi toutes les langues qui sont les nôtres, d'en choisir qu'une à qui on donne tous les droits et priver les autres de tous les droits, ça s'appelle l'inégalité et pas l'égalité. L'autre argument qui pèse beaucoup encore aujourd'hui, c'est que le français est la langue de la liberté. Si on peut passer à la diapo suivante, Rémi, s'il vous plaît. Sous la Révolution est principalement parisienne et on estime que c'est en français que s'exprime la Révolution. Et on a une déclaration d'un autre révolutionnaire, collègue de Grégoire,
Bertrand Barrère, qui dit « Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton, l'émigration et la haine de la République parlent allemand, la contre-révolution parle l'italien, le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d'erreur. Souvenez-vous des guerres de Vendée. On a effectivement une révolution parisienne, et à Paris, on parle français, et une révolution qui est contestée, notamment en province, où on parle d'autres langues. Et il y a une assimilation qui se fait. Le français porte les valeurs de la révolution, et la contre-révolution s'exprime dans des langues régionales. Donc, il faut lutter contre les langues régionales qui portent la contre-révolution. C'est complètement idiot, mais ça pèse beaucoup. Et vous, qui êtes catalan, ayez conscience que c'est exactement le contraire en Espagne. Me semble-t-il, je parle sous votre autorité. En Espagne, c'est Franco qui a tenté d'imposer la langue nationale, le castillan. Et parler catalan ou parler basque, c'était résister au franquisme. Si bien que les associations ne sont pas du tout les mêmes. En France, la langue nationale, c'est la liberté, et les langues régionales, c'est la contre-révolution. En Espagne, les langues régionales, c'est la liberté, et la langue nationale, c'est la dictature. Si bien qu'en France, les langues régionales sont très mal connotées d'un point de vue idéologique. Elles ont été en plus soutenues plutôt par l'Église et par la droite conservatrice. Voilà. Donc ça n'a pas beaucoup aidé. Pourquoi c'est idiot ? Parce que les langues ne portent pas de valeur. Oui, la Révolution s'est exprimée en français. Mais je rappelle que l'Ancien Régime aussi s'exprimait en français. La même langue défendait la monarchie et les adversaires de la monarchie. Et vous pouvez continuer comme ça. Le français a défendu le colonialisme et les anticolonialismes. Le français était la langue des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards, du général de Gaulle et du maréchal Pétain. Et vous pouvez continuer comme ça 107 ans, évidemment. C'est vrai des autres langues. En russe, vous pouvez lire Staline, vous pouvez lire Solzhenitsyn. En allemand, vous pouvez lire Goethe, vous pouvez lire Mein Kampf. Voilà. Les langues ne portent pas de valeur. Et je lis parfois à des amis occitans qui me disent l'occitan, c'est la langue de la tolérance. Mais non, en occitan, vous pouvez défendre la tolérance et l'intolérance. Toutes les langues peuvent exprimer toutes les idées, qu'elles soient belles ou qu'elles soient nauséabondes. C'est même pour ça qu'elles sont égales. Donc, de grâce, le catalan est une langue formidable, j'en doute pas, mais elle n'est pas en soi porteuse de quoi que ce soit, pas plus que le français, pas plus que l'anglais, pas plus que n'importe quelle langue. Toutes les langues sont égales, elles peuvent tout dire, les langues. Autre argument qu'on entend souvent, c'est que les langues régionales, c'est du localisme, alors que le français, c'est l'universalisme. Là encore, c'est idiot, me semble-t-il, c'est même le contraire. Le respect des minorités, ça n'est pas du localisme, c'est un droit de l'homme, c'est universel. Et quand la France ne respecte pas ses minorités, elle ne mène pas une politique universaliste, elle mène une politique nationaliste, ce qui est un tout petit peu différent, me semble-t-il. Et puis, il me reste deux arguments à démonter, si j'essaye en tout cas, c'est que le français serait une grande langue et que les autres langues du territoire ne sont même pas des langues, ce sont des patois. Là encore, c'est faux. En France, malheureusement, on n'a pas de culture linguistique. On n'apprend pas, par exemple, on ne rappelle pas assez souvent que le breton, c'est la seule langue qui nous rattache à notre passé gaulois, la seule du territoire. On n'apprend pas du tout, à ma connaissance, que le francique mosellan, que peu de gens connaissent, c'est la langue la plus proche de celle que parlait Clovis. Néanmoins, on n'apprend pas dans les écoles, on n'étudie pas, enfin vous me direz le contraire, les troubadours, on n'apprend pas en Languedoc, on n'apprend pas que le picard à la fin du Moyen-Âge était une langue dont le prestige littéraire était supérieur à celui du français. On n'apprend pas, j'adore citer cet exemple, que le Poitevin Saintongeais, il suffit de dire Poitevin Saintongeais, tout le monde se marre, personne ne connaît, mais tout le monde se marre, que le Poitevin Saintongeais de toutes les langues latines, c'est la seule qui a conservé le genre neutre qui existait en latin. En latin, il y avait un masculin, un féminin, un neutre. À ma connaissance, vous me direz si c'est le cas en catalan, il n'existe plus dans toutes les langues latines que le masculin et le féminin pour les noms, sauf en Poitevin Saintongeais. Alors, ne me lancez pas sur le gascon, parce que là, je vous fais 2 heures de conférence sur les vertus du gascon. Bref, on a un patrimoine linguistique dont on n'apprend pas la valeur, et quand on ne mesure pas la valeur de quelque chose, ben on le laisse se détruire. Comme on a détruit des monuments sous la Révolution pour en faire des carrières de pierre. Voilà. Aujourd'hui, plus personne ne détruirait une abbaye cistercienne pour en faire des maisons. Voilà. On l'a fait. Quand on ne mesure pas la valeur des choses, on l'a fait avec l'art africain, qu'on méprisait, qu'on cassait, etc. Aujourd'hui, on apprend. Le jour où on fera une éducation linguistique réelle en France, on ne laissera plus faire ce qui se fait aujourd'hui. Donc, rappelons-le, toutes les langues sont linguistiquement égales entre elles. Ce qui les distingue, c'est leur statut. Certaines sont langues officielles d'un État, d'autres pas. Ça n'en fait pas des sous-langues, ça en fait des langues minorisées, ce qui est très différent de mon point de vue. Et puis, le dernier argument, c'est qu'une seule langue, c'est quand même plus pratique. Alors oui, ça c'est incontestable, une seule langue, c'est plus pratique, mais dans ce cas-là, ne parlons qu'anglais dans toute l'Europe. Parlons anglais en Italie, parlons anglais en allemand, parlons anglais en France. Uniquement anglais, à l'école, dans les administrations, dans les entreprises, dans les médias. Et là, tout d'un coup, les gens qui trouvent que c'est plus pratique de parler français et seulement français ne sont plus d'accord.
Parlons anglais au Québec. Ce sera plus pratique pour le Canada. Là, on n'est plus d'accord. D'accord ? Donc, on ne peut pas avoir un principe valable contre les langues régionales en France et ne pas appliquer ce principe au français là où il est minoritaire et a fortiori au français là où il est majoritaire en France, mais ce qui était le cas du catalan en Catalogne, du breton en Bretagne, etc. etc. Oui, c'est plus pratique, mais il y a une solution, c'est la langue commune et non pas la langue unique. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut se battre. Battons-nous pour une langue commune, mais pas pour la langue unique et ne confondons pas les deux. Alors maintenant que j'ai un peu cassé le moral de tout le monde, je termine par un point positif, c'est qu'il est possible de sauver les langues, et on peut passer à la dernière diapositive, Rémi, s'il vous plaît. Il y a plusieurs raisons d'être optimiste. Premièrement, c'est qu'il reste des locuteurs de ces langues. Alors, on me dit souvent, moins qu'avant et de moins en moins. Oui, mais il en reste. Essayez d'aller sauver le gaulois. Si vous essayez de sauver le gaulois, vous allez avoir du mal parce qu'il n'y a plus de locuteurs du gaulois. Nous, il nous reste des locuteurs, et donc c'est un atout considérable. Deuxièmement, il y a des militants. Vous, sans doute, moi un petit peu, vous le sentez. Et donc, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour ça. Je connais même des gens, moi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, des artistes qui sacrifient leur carrière en chantant en langue régionale, en s'exprimant, en écrivant des livres en langue régionale. Le marché est nul, il n'y a pas d'aide, alors qu'ils feraient meilleure carrière en français. Voilà. Donc, on a des militants formidables, donc des gens qui sont prêts à se battre. Il y a une demande. Vous voyez le succès des écoles immersives. Donc, vous voyez, c'est pas ringard, c'est pas fini, c'est pas juste un truc de vue. Il y a des gens qui sont attachés à ça. Il y a des militants, mais il y a des universitaires aussi, des étudiants, et donc c'est très important. On a un savoir de tout ça. C'est techniquement possible, il suffit de faire ce qui se fait dans des tas de pays étrangers. Donc, il y a pas de, on ne sait pas lutter contre le cancer, mais on sait lutter pour la diversité linguistique si on le veut. C'est pas un problème. On a un Internet qui est un atout formidable pour les langues minoritaires. Formidable. On peut échanger, même si maintenant il n'y a plus de communauté où il soit obligatoire de parler une langue régionale, on peut recréer des communautés virtuelles, prendre des cours, écouter des disques, etc. Enfin, c'est absolument magique, Internet. J'ai essayé de montrer que les arguments des opposants sont faibles. Autre intérêt, l'image s'est améliorée. On a moins de locuteurs, mais la bergougne, comme on dit chez moi, mais qu'on dit peut-être aussi chez vous, puisque nos langues sont cousines, a beaucoup régressé. Aujourd'hui, on est fiers de parler une langue régionale et ça rejoint des mouvements, je ne m'étends pas, que décrivent les sociologues de ce qu'on appelle le glocal, la volonté de s'ancrer quelque part, de lutter contre la globalisation. Les circuits courts appartiennent à tout ça. Enfin, je pense que là, vraiment, on a une chance comme ça. Et puis, les sociétés évoluent. Vous êtes trop jeune, vous, derrière, mais moi, quand j'étais à votre place étudiant, l'homosexualité était un délit. Aujourd'hui, il y a le mariage homosexuel. Le harcèlement sexuel a été considéré comme quelque chose de normal. Aujourd'hui, ça fait un scandale. Regardez encore ce qui est passé sur les journalistes sportifs il y a quelques jours. La pédophilie était admise, la pédophilie n'est plus admise et est condamnée. Donc, les sociétés évoluent et il n'y a pas de raison de considérer que les langues régionales qui aujourd'hui font l'objet d'un certain mépris et d'un certain refus en France, que ce soit ad vitam aeternam comme ça peut se retourner. Et j'ajoute, et j'en termine avec ça, que c'est d'autant plus possible que ce projet est conforme aux idéaux de la France qui se présente comme le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme, ça comprend le droit des minorités. Et donc, on ne propose pas quelque chose qui viendrait contrevenir à ce qu'est la France. Au contraire, on vient enrichir la France en lui permettant d'être davantage elle-même. Je termine, s'il vous plaît, Rémi, par les deux diapos suivantes, par un peu de publicité gratuite. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça rejoint notre sujet. Je fais de la publicité pour ma lettre d'information. Pourquoi je vous dis ça ? J'écris donc, moi, sur ces langues et je les défends un petit peu comme vous devez le sentir. Je dis souvent en blaguant que je suis enfin devenu le meilleur journaliste sur mon sujet. Le problème, c'est que je suis le seul. À ma connaissance, il n'y a pas un autre journaliste à Paris qui écrit sur les langues régionales. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce dont je rêve, c'est deux choses. C'est pouvoir continuer à le faire. Et pour ça, j'ai un seul critère. Ma direction a un seul critère. C'est le nombre d'inscrits à ma lettre d'information. Donc, elle me dit, Michel, tu passes du temps à faire ça. Est-ce que ça intéresse les gens ? Si j'ai pas d'inscrits, ma direction va me dire, Michel, t'es gentil, mais t'es névrose, tu fais ça le week-end. Et puis, pendant la semaine, tu écris sur des choses qui intéressent nos lecteurs. Donc, si j'ai pas d'inscrits, elle s'arrêtera. Ça, c'est le point 1. Le point 2, moi, dans mes rêves, je suis un peu ambitieux parfois. Ce que je voudrais, c'est que la lettre d'information ait tellement de succès, elle est gratuite, c'est pour ça que je me permets de dire ça, c'est qu'elle ait tellement de succès que ça donne des idées à d'autres. Et qu'il y ait demain, après-demain, au Monde, au Figaro, sur TF1, sur RTL, sur France Info, etc., des journalistes spécialisés dans la langue régionale. Parce que ce jour-là, le jour où un prochain Jean-Michel Blanquer fera une réforme du bac qui réduit les coefficients des langues régionales, il y aura des articles partout pour dire qu'on attente à la diversité culturelle en France et que ce n'est pas normal. Et ce jour-là, le ministre de l'Éducation fera attention, il ne proposera plus la même chose.
Et pour ça, alors c'est pas avec la lettre d'information qu'on va sauver les langues régionales en France, hein, je ne suis pas mégalo, mais si vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse, faites-le. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser qui ne sont pas inscrits, faites-la connaître. Encore une fois, c'est gratuit et ça va dans le bon sens. Voilà. Pardon pour la minute de pub, j'ai un peu débordé aussi sur le temps et je vous remercie et je laisse la parole à Monsieur Ferrer. Merci beaucoup, Michel Felten-Palace, pour ce tour d'horizon. Nous passons donc à présent à la deuxième partie de cette conférence sur les langues dites régionales en France, en compagnie d'Ala Vailac-Ferré, afin d'en savoir plus sur la situation de la langue catalane en Catalogne Nord. Bonsoir, c'est à vous. Bonsoir, merci. Et donc, là aussi, à l'attention de Rémi, j'ai envoyé, c'est pas un PowerPoint, c'est un Word dans lequel j'ai collé des illustrations qui peuvent venir illustrer un peu le propos que je fais dans les instants qui vont suivre. Et donc, si tu veux bien ou le projeter ou voir en fonction de ce que j'expliquerai, pour projeter telle ou telle illustration, voilà, c'est toi qui décides. Donc en premier lieu, je tiens à remercier l'association catalane d'Estudiants et son équipe, Rémi Ferré, ici présent, Olga Reglero, entre autres donc étudiants de la fac de catalan de l'Université de Perpignan, l'IFCP, et puis également remercier Michel Felten-Palace pour son attention, il faut descendre, pour pas regarder les notes, c'est pas la peine, c'est aller directement au photo. Donc, merci à Michel Felten-Palace pour sa sensibilité, pour son attention, qui sont assez peu habituelles envers les langues que nous défendons. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre un discours intelligent sur les langues régionales, des paroles sensées, et encore plus de les entendre en français avec un accent standard. On a assez peu l'habitude de ce genre d'explications claires et encore une fois intelligentes. Alors, comment présenter le cas du catalan en Catalogne du Nord dans le cadre et je mets les guillemets, des langues régionales en France. Alors, le premier problème que j'ai, c'est la terminologie, évidemment, qui renvoie à un problème linguistique, mais également à une dimension idéologique. Le français idéologique conduit ça a été expliqué suffisamment A priori, nous avons un problème de liaison. Oui. Alors, on va attendre qu'Ala Vailac-Ferré se reconnecte. Je profite peut-être juste sur la terminologie pour dire pourquoi j'utilise le mot langue régionale, que je conteste aussi. Je relaisserai la parole tout de suite à M. Ferrer. Voilà, moi, je n'étais pas pour utiliser ce terme-là pour les mêmes raisons que vous, mais en revanche, j'ai compris que si j'utilisais le terme langue minorisée, par exemple, je ne touchais que les gens déjà convaincus. Et moi, mon objectif est d'essayer de faire comprendre à des gens qui ne connaissent pas bien les langues dites régionales que c'est d'aller au-delà des clichés et des idées reçues. Si j'arrivais avec quelque chose qui était trop marqué, je ne touchais que le public déjà convaincu et c'est pas mon but. Voilà, ça, c'est le premier terme. Et je sais aussi, pour avoir travaillé avec les informaticiens, que quand vous faites langue régionale, votre article est beaucoup plus repéré sur Internet, sur Google, sur les réseaux sociaux, et ça me permet donc de toucher un plus vaste public en utilisant un terme qui n'est pas le bon, mais qui est le plus efficace pour essayer de faire changer des choses. Alors, je vous ai retrouvé. Il y a eu apparemment une déconnexion. Donc,
Je disais, oui, que le terme de langue régionale, entre guillemets, est un terme assez pudique en France pour désigner des langues qui, en fait, sont hors la loi, simplement. Actuellement, on peut comparer ça, alors, du point de vue linguistique, pas du point de vue ni démocratique ni des droits politiques ou civiques, mais enfin une espèce d'apartheid linguistique qui laisse les langues qui ne sont pas le français en dehors de toute protection et de droits de ses locuteurs. L'exemple que j'avais envie de citer, c'est la prise en compte dans l'éducation nationale ou la non prise en compte dans l'éducation nationale des langues régionales, et on le voit pour le breton, pour le catalan. Cette semaine même, on était en discussion avec des collègues de l'Association pour l'enseignement du catalan de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour un texte qui est un plan qui est en préparation à l'éducation nationale pour la prochaine rentrée, un plan qui prévoit de généraliser l'enseignement des langues vivantes étrangères, les grandes langues internationales, à partir du CP. Et donc, ça voudrait dire que le catalan n'est pas une langue nationale comme le français dans l'éducation nationale. Je parle uniquement dans ce domaine-là. Le catalan n'est pas considéré comme langue étrangère comme l'anglais ou l'allemand. Et donc, on est dans une espèce de no man's land. Les langues régionales, le catalan n'a pas de statut en France et ne bénéficie d'aucune protection. D'où l'importance, alors relative, je ne fais pas non plus trop d'illusions, de la loi dite Molac, de député breton, qui, la semaine prochaine, donc c'est la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, qui passe en seconde lecture, c'est jeudi prochain, 8 avril, à l'Assemblée nationale, et qui devrait représenter, si elle était approuvée, la possibilité de doter enfin les langues régionales d'un statut, d'une reconnaissance juridique minimale. Et donc, c'est un sujet, effectivement, qui est d'actualité. Le catalan, tout ça pour dire que le catalan ne se vit pas, en tout cas ici, en Catalogne du Nord et du Sud, à fortiori, ne se vit pas comme une langue régionale, mais comme une langue nationale. Une langue tout court et une langue nationale, dans le sens où c'est la langue d'expression d'une nation, et ça peut remonter, on peut remonter plusieurs siècles en arrière, ou aller voir dans l'actualité avec, en tout cas au sud de la frontière, dans le cadre de l'Espagne, une région qui cherche à obtenir une reconnaissance. Michel Felten-Palas a parlé tout à l'heure d'un sentiment de maltraitance qui fait qu'effectivement on essaie d'échapper à ces personnes qui nous maltraitent, en tout cas du point de vue linguistique. Il n'y a pas uniquement l'aspect linguistique, mais c'est ce qui se passe et qu'on constate du côté de Barcelone. Mais le catalan est attaché aussi à l'expression d'une identité qui peut aller jusqu'à un niveau d'expression d'un sentiment national à d'autres pays catalans, puisque c'est le cas pour la principauté d'Andorre. Michel Felten-Palas parlait de 2 États, mais le catalan est présent en Andorre, en Espagne, en France, en Italie. On est sur 4 États différents. Mais c'est aussi la langue qui est attachée au sentiment d'identité des Valenciens, des Majorcains, par exemple. En tout cas, les Catalans, même à Perpignan, ne se sont jamais reconnus comme étant des locuteurs d'un dialecte. Ils ont toujours eu comme représentation le fait de parler, même si elle a été dévalorisée pendant longtemps, de parler une langue. Et une langue qui s'inscrit dans une histoire linguistique générale du catalan, qui est issue, comme les autres langues romanes, de latin parlé dans les régions de l'Empire romain. Et les langues romanes, grosso modo, ont émergé, sont nées plus ou moins en même temps entre le 5e, 6e et le 8e, 9e siècle. En tout cas, la Catalogne du Nord est en quelque sorte la pointe de l'iceberg. Et peut-être, Rémi, si tu descends un peu, on pourra voir la carte des pays catalans et de la Catalogne Nord en rouge.
Et donc, on est effectivement une toute petite partie au nord de l'ensemble des pays catalans. Pour donner une idée, les locuteurs du catalan en Catalogne du Nord représentent environ 150 000 personnes aujourd'hui, sur un ensemble pour tous les pays catalans de l'ordre de 10 millions de locuteurs. Donc, on est juste là. La petite partie. Le catalan est langue ancienne, et je parle de la Catalogne du Nord, pas des autres pays catalans. C'est une langue qui a plus de 1000 ans. Le catalan est parlé dans la région de Perpignan depuis grosso modo le Xe siècle, et elle est encore parlée aujourd'hui, au XXIe. Le français, pour avoir une idée un peu de l'évolution linguistique, le français est parlé par la population en Catalogne du Nord, à Perpignan et dans sa région, depuis 80 ans. Donc on est plus de 1000 ans d'un côté, 80 ans de l'autre. C'est une langue de culture en référence à des auteurs. Alors un des créateurs de langue catalane, c'est Ramon Llull, théologien, philosophe, alchimiste au XIIIe siècle, qui déjà écrit en catalan, alors que la langue de la science, c'est le latin pour la grande majorité des savants au cours des siècles. Le catalan est langue de science, c'est une langue de chancellerie, c'est une langue de pouvoir. La couronne catalane est un État indépendant et souverain entre le Xe et le XVIIIe siècle. Et donc, c'est une langue qui exprime tous les aspects, tous les domaines de la vie normale, et aussi bien au cours des siècles de son histoire que jusqu'au XXIe siècle, où le catalan est aujourd'hui la langue de Twitter, des réseaux sociaux, des productions qui sortent sur Netflix, de Wikipédia. Wikipédia est la deuxième version qui a été créée après l'anglais, juste en même temps que la version allemande de Wikipédia. C'est également, et autant à Perpignan que, évidemment, encore plus en Catalogne du Sud et dans les autres pays catalans, langue de l'école, langue du Parlement, langue des institutions, de l'administration, de l'économie, et j'en passe. Enfin, j'en passe pas beaucoup, mais et langue, je citais langue de chancellerie ou internationale, dans la mesure où le catalan est la langue officielle unique de la principauté d'Andorre, membre de l'ONU, et à ce titre, le catalan est langue officielle des Nations Unies. Entre parenthèses, un des deux co-chefs d'État, enfin, un certain Emmanuel Macron, qui est co-prince d'Andorre, donc chef d'État de la principauté d'Andorre, a un passeport andorran et est chef d'État d'un État qui a le catalan comme seule langue officielle. Et donc, on vit en Catalogne du Nord un décalage assez considérable, énorme, entre un statut de reconnaissance officielle, de vitalité au Sud, et une maltraitance en tant que langue régionale en France. Et je citerai juste rapidement une anecdote personnelle, dans la mesure où j'ai passé 10 ans à faire des procès pour essayer d'obtenir que mon fils qui s'appelle Marty, M-A-R-T-I, accent aigu, puisse avoir son nom inscrit correctement dans l'état civil, et au terme de 5 recours et procès jusqu'au tribunal européen des droits de l'homme, ça a toujours été refusé au motif que inscrire un accent sur le i de Marty dans l'état civil français, c'est considéré comme portant atteinte à la République, aux intérêts de la nation, etc. Donc voilà jusqu'où peut aller l'exclusion ou l'intolérance, ou en tout cas une espèce de ce qu'a cité tout à l'heure Michel Felten-Palace, une égalité complètement mal comprise et interprétée de manière tout à fait indue. Cette politique pousse inéluctablement les langues régionales et le catalan en France, comme ça a été dit avant, vers le précipice de la disparition. Et il faut être clair là-dessus. Alors, face à tout ça, le catalan, comment est-ce qu'on peut percevoir et analyser la situation du catalan en Catalogne du Nord? Moi, je perçois actuellement un regain de résistance et de prise de conscience
à la fois des Catalans de base, des citoyens de base, mais aussi des institutions, des associations, évidemment, qui se traduit par une espèce de grande opiniâtreté et de défense et de promotion de la langue dans tous les domaines. Dans la société, on a assisté dans les mois qui ont précédé, donc à partir de fin 2019, tout 2020, à la mise en place d'un office public de la langue catalane qui se veut un organisme de politique linguistique qui s'attache à définir et à mettre en place une politique linguistique qui doit permettre de développer, de défendre, de promouvoir l'apprentissage et l'usage, l'emploi du catalan dans la société. Et cet office public est poussé, est soutenu par le département, la région, les communes, l'université, et a en quelque sorte entraîné l'État dans l'organisme, ce qui doit permettre de discuter et de mettre en place des actions favorables. Simplement quelques chiffres pour illustrer l'état de connaissance de la langue catalane dans le département. Rémi, tu peux voir, il y a d'autres illustrations qui peuvent illustrer ce que j'explique. Oui, quelques chiffres. Les derniers chiffres qui correspondent à une enquête qu'on a mis en place, qu'on a faite avec le conseil départemental, le gouvernement catalan et l'université de Perpignan, nous montrent donc fin 2015, début 2016, qu'on a actuellement 61% de la population adulte qui comprend le catalan et de l'ordre de 35% de la population qui se dit en capacité de parler le catalan. Alors, quand on voit les chiffres, les chiffres de l'emploi, de l'usage du catalan, on est à des niveaux très très bas, pour ne pas dire proche de zéro, ce qui montre que les gens ont une capacité linguistique, mais ne l'exercent pas dans la société actuellement quand ils sont au nord de la frontière. Quand ils passent la frontière, au sud, et c'est le parallèle que faisait Michel Felten-Palas il y a un instant, il y a quelques temps, là, les mêmes catalanophones qui n'utilisent pas le catalan à Perpignan, quand ils passent la frontière, on a 35% des catalanophones, des habitants de Catalogne du Nord, qui utilisent le catalan dans un espace sécurisé, on pourrait dire, du point de vue linguistique. En ce qui concerne l'enseignement, dans le champ de l'enseignement, vous avez la carte ici de la FLAREP, qui est la Fédération pour les langues régionales d'enseignement public, et qui montre les différentes régions qui ont déjà été citées avant. Pour ce qui est de la Catalogne du Nord, il y a évidemment plusieurs associations qui sont en pointe dans la promotion de l'enseignement du catalan, dont la PLEC, qui est l'Association pour l'enseignement du catalan, et qui œuvre surtout dans le public, mais pas seulement. La Bressol ou l'association ARELS qui ont promu et gèrent un enseignement immersif pour la Bressol qui est resté dans l'espace donc de l'enseignement privé. Et aujourd'hui, on a de l'ordre de 15 000 élèves qui étudient le catalan en Catalogne du Nord, sur le département. 15 000 élèves, c'est à peu près 10 000 élèves qui font de l'initiation, de la maternelle jusqu'au lycée, et c'est ensuite 5 000 élèves qui étudient le catalan dans des filières, dans des classes bilingues, un peu immersives ou plus à parité horaire, ou dans les classes privées associatives immersives. La proportion, c'est à peu près 3/4 de ces 5 000 élèves qui sont dans le public et 1/4 dans le privé immersif. Avec ça, on a de l'ordre de 30% des élèves, 25-30% des élèves du département qui apprennent le catalan, soit comme langue initiation, soit comme enseignement bilingue ou immersif, ce qui est très loin de ce que souhaitent les familles, puisque dans la même enquête de 2015, quand on demandait
aux familles, est-ce que vous êtes favorable à un enseignement du catalan, on était au-delà de 80% des habitants représentatifs de tout le département favorable à l'enseignement du catalan en tant que discipline, et 76% des habitants favorables à l'enseignement bilingue. Donc, on est très loin et on a une marge de croissance relativement importante. À l'université, il y a donc une fac de catalan, comme a dit Rémi au début, et on a des formations qui proposent soit des certificats de langue, soit des licences, une licence de catalan, un master de catalan, un doctorat de catalan, qui orientent les jeunes qui veulent approfondir, étudier le catalan, soit vers les métiers de l'enseignement, soit en primaire pour le bilingue ou dans le secondaire, soit vers éventuellement la recherche et l'enseignement à l'université, mais aussi qui forment des traducteurs, des journalistes qui vivent dans des médias ou qui dans en tout cas des programmes qui travaillent en catalan. Dans les médias, le paysage audiovisuel et médiatique de la Catalogne du Nord, c'est une radio associative avec peu de moyens, Radio Arrels, un décrochage et des émissions de France 3, Pays catalan, qui représentent une dizaine d'heures de programmes par an, malheureusement. Ensuite, on a quelques publications comme la PLEC qui publie une revue pour les enfants, Mil Dimonis, qui est tirée et distribuée à 6000 exemplaires tous les trimestres. Et on vient de lancer, il y a d'autres illustrations, Rémi, tu peux essayer de naviguer, voilà. D'autres illustrations, d'autres publications, comme par exemple, on vient de publier pendant toute l'année 2020 3 numéros des courriers de l'UNESCO en catalan. Et donc, c'est la 10e langue qui publie les courriers de l'UNESCO en version catalane avec une collaboration du gouvernement andorran et du gouvernement de la Généralitat. Voilà. Sur l'ensemble de ce rapide tour d'horizon pour la situation du catalan, il y a bien d'autres choses à expliquer, mais je suppose on aura le temps de répondre à des questions s'il y en a. Ça reste quand même une situation fragile, la situation du catalan en Catalogne Nord. Alors, on peut voir évidemment le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon si on regarde vers le nord ou si on regarde vers le sud. Si on compare avec la situation de l'occitan, du breton, du flamand ou du corse ou du créole réunionnais, ou si on compare avec les catalans du sud ou les andorrans. Mais un des points essentiels, il me semble, c'est indispensable, c'est de consolider les acquis et d'arriver à généraliser une offre aussi bien dans le champ de l'enseignement que dans le champ de l'utilisation dans la société du catalan, et de pouvoir proposer ça à... Tu peux descendre et changer l'image. D'arriver à l'ensemble de la société dans laquelle il y a un consensus relativement important en faveur de l'utilisation de la connaissance et de la transmission du catalan. Ce qui reste, à mon sens, un point essentiel, c'est d'arriver à obtenir en France une reconnaissance et une protection légale du catalan et des autres langues régionales, évidemment. Ça pourrait peut-être se faire sous la forme d'un statut, pourquoi pas, de langue territoriale. On n'est pas langue nationale, on n'est pas langue étrangère. Est-ce que la France pouvait, en se basant sur l'article 75 trait d'union 1 de la Constitution, qui dit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, reconnaître un statut de langue territoriale qui pourrait protéger ou reconnaître les langues régionales, et en tout cas le catalan le plus possible à égalité avec les autres États membres de l'Union européenne, comme c'est le cas de l'Espagne, de l'Italie, qui reconnaissent, officialisent, protègent le catalan
alors qu'en France, on n'a absolument aucun statut légal. Voilà, j'en reste là. Donc, sur les images, on voit donc ici le chef du gouvernement, un ancien chef du gouvernement andorran aux Nations Unies, qui s'exprime en catalan, normalement. Et si on descend, on doit avoir quelques illustrations supplémentaires de... Commenter les images. Voilà, des médias en catalan, Radio Arels, les télés catalanes qui arrivent à Perpignan. Bien sûr, c'est des 4 télés de la Generalitat, une télé à Majorque. On a Internet en catalan. Il y a énormément de supports, de sites en catalan, mais c'est à la fois un atout, mais c'est quelque chose qui montre qu'on n'a pas une normalité absolue du statut et de l'emploi du catalan, dans la mesure où il y a assez peu de contenu adapté et qui correspondent à la réalité sociale de la Catalogne du Nord. Ici, donc, des panneaux de Perpignan, pas mal de promotions du gouvernement catalan sur la modernité du catalan, el teu ordinador en català, ton ordinateur en catalan avec tous les programmes, et une illustration des courriers de l'UNESCO, donc des 3 derniers numéros des courriers de l'UNESCO dans la version catalane que nous venons d'éditer. J'en reste là, merci. Rémi, est-ce que tu tens la parole? On finit de regarder les illustrations. C'est la fin. Peut-être avant de passer aux questions, est-ce que vous pourriez aborder le cas de la toponymie en Catalogne Nord? La toponymie en Catalogne Nord, oui. Oui, c'est une question, un aspect intéressant qui a un rapport avec la dimension à la fois de patrimoine immatériel, mais patrimoine, et qui a un sens pour les habitants dans la mesure où c'est un vécu et une représentation de la langue, mais articulée en rapport avec l'identité. La plupart des toponymes de l'espace catalan au nord de la frontière sont en catalan, bien écrits ou mal écrits. Je n'aime pas quand on dit toponyme en français Perpignan ou toponyme en catalan Perpignan. C'est plutôt mal écrit ou bien écrit ou mal écrit. Les seuls pour lesquels on peut dire qu'il y a une version française, une version catalane, c'est les saints, Sainte Marie, Sainte Marie, évidemment. Mais la plupart des toponymes sont des toponymes catalans. Il y a eu, dans ce sens, un travail très important d'un professeur de l'université de Perpignan, Joan Becat, qui a, pendant de nombreuses années, corrigé systématiquement tous les cadastres de la Catalogne Nord et toutes les cartes IGN publiées en France pour l'espace catalan, de manière à ce que toutes les cartes qui, depuis quelques années, sont publiées, sont rééditées, le sont avec des toponymes qui sont écrits dans leur forme correcte en catalan, à l'exception des noms de communes qui ont une forme officielle, qui sont les seuls en France qui ont une forme officielle et donc qu'on ne peut pas changer. Mais c'est important parce que ça, à la fois, rend un peu j'allais dire de lisibilité, mais aussi de dignité, et j'accorde assez d'importance à écrire bien les accents sur les i et autres particularités, évidemment, de la langue catalane. Je ne sais pas si j'ai répondu, si c'est ce que... Oui, on peut peut-être aussi parler des panneaux qu'on retrouve en bilingue ou pas. Oui, il y a un effort dans ce sens de pratiquement actuellement toutes les municipalités de la Catalogne Nord ont les panneaux d'entrée et de sortie de la commune dans la forme catalane et dans la forme francisée ou des fois pas très bien écrite, en tout cas dans la forme officielle. Mais aussi il y a les noms de rues qui sont de plus en plus
inscrits en catalan, alors soit sous une forme, comme on l'a vu pour les illustrations dans les rues de Perpignan, avec une forme en catalan de panneaux de noms de rue qui sont habituellement en français, soit il y a pas mal de communes qui ont les noms de rue directement en catalan et uniquement en catalan parce que c'est la dénomination qu'utilise et qu'on inscrit et que les habitants ont choisi de mettre. Et donc, on voit avec cette toponymie qui est rendue visible par les noms de rue, par la signalétique, etc., qu'on peut arriver à rendre plus visible, à réintroduire dans l'espace public une langue qui, par ailleurs, ne bénéficie pas de toutes les protections, on en a suffisamment parlé, mais ça fait partie de ces outils qui doivent permettre de regagner du terrain et de conforter les locuteurs qui restent dans leur souhait de pouvoir pratiquer la langue. Merci beaucoup à Lavaillac Ferré pour cette présentation de la situation de la langue catalane en Catalogne du Nord. Troisième et dernière partie de cette conférence, donc les questions. Peut-être est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez poser des questions l'un à l'autre? On peut donner priorité aux... On a très peu de questions sur le chat. Ah bon. Moi j'en ai toujours. Mais... Est-ce que vous préférez que je pose une question ou est-ce que vous avez une question à poser? Oui. J'aurais voulu savoir, donc je disais tout à l'heure, il y a deux situations comparables entre le Pays Basque et la Catalogne, puisque la même langue est parlée dans deux États différents. Vu de Paris, donc je connais peut-être mal, j'ai le sentiment que le Pays Basque français ou nord a plus bénéficié du dynamisme linguistique du Pays Basque Sud que ça n'est le cas en Catalogne. Alors est-ce que je me trompe? Ou, si je ne me trompe pas... J'ai une petite coupure qui a bénéficié de plus de... Et il y a eu un blanc. Le dynamisme du linguistique. Okay. Voilà. J'ai l'impression que le Pays Basque Nord profite davantage du dynamisme culturel et linguistique du Pays Basque Sud que la Catalogne Nord par rapport à la Catalogne Sud. Est-ce que j'ai raison? Et si j'ai raison, quelle est l'explication? Alors, est-ce que le Pays Basque Nord bénéficie plus du dynamisme du Sud? C'est une bonne question. Je ne sais pas d'ailleurs à ce qu'on peut trouver en Catalogne du Nord ou du Sud. On est en Catalogne Nord, j'ai cité 60% de gens qui disent qu'ils comprennent le catalan et 35% qui parlent catalan. Quand on passe au sud, les enquêtes du gouvernement catalan donnent qu'on est entre 95 et 98% des gens qui comprennent et de l'ordre de 80% qui sont en mesure de parler. Et j'ai l'impression que la dynamique et le dynamisme du catalan du Sud prend des formes peut-être différentes d'une collaboration plus politique et plus volontariste. Ça se fait de manière plus informelle et plus à la base. Peut-être parce qu'il y en a moins besoin, j'imagine. Et puis, globalement, je note par rapport à la situation de Catalogne du Nord, une société basque au nord et au sud plus revendicatrice, plus mobilisée sur la langue, mais aussi sur toutes sortes de sujets de société que la Catalogne et les Catalans en général. Ceci dit, les manières d'exprimer ces revendications sont certainement différentes, les statuts et les moyens aussi. On voit bien à travers le mouvement souverainiste sud-catalan que dans ce cas-là, c'est allé bien au-delà de ce que les Basques ont proposé jusque-là. Donc, on peut faire effectivement le parallèle, mais les collaborations entre le nord et le sud de la frontière sont une réalité aussi du côté catalan des Pyrénées. Après, il y a toutes sortes d'obstacles
avec des prétextes épidémiques ou antiterroristes. Il y a quelques semaines, on a vu fermer, boucler la frontière des Pyrénées, du Pays Basque jusqu'en Catalogne, où encore à l'heure actuelle, il y a eu des manifestations encore la semaine dernière d'élus du Nord et du Sud pour débloquer, enlever les parpaings et les murs de béton qui ont été installés sur 4 ou 5 passages de frontaliers nord-sud. Et on voit là qu'il y a une réticence ou une peur, ou enfin, la frontière n'est pas vécue de manière normale. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des Catalans d'un côté de l'autre, mais des Basques d'un côté de l'autre. On ne voit pas ces mêmes comportements de l'État aux frontières alsaciennes ou belges. Moi j'aurais une question pour le journaliste de l'Express et le rédacteur en chef. Quels sont les commentaires, les perceptions sur ces sujets-là que vous pouvez avoir d'autres médias ou dans le paysage médiatique parisien? Est-ce que c'est un silence, ce qu'on entend depuis la périphérie, ou est-ce qu'il y a des avis, des évolutions sur ces sujets? Alors, je ne peux pas vous faire je ne connais pas tous les journalistes parisiens, évidemment. Globalement, il y a une indifférence générale, une méconnaissance générale. Je crois que les journalistes ne sont pas très différents du reste de la population. Globalement, je dis ça pour ma corporation qui est très décriée, mais globalement, les journalistes parisiens sont plutôt des gens qui sont plutôt cultivés, qui ont fait plutôt des bonnes études, qui sont curieux et ouverts sur la diversité, de manière générale, mais ce sont des produits du système éducatif français. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une éducation littéraire, c'est-à-dire que selon nos profs, on a étudié Montaigne, La Fontaine, Victor Hugo, Balzac, et c'est très bien, mais aucune connaissance linguistique, ce que je disais tout à l'heure, aucune, donc ils n'y connaissent rien. Comme d'habitude, quand on n'y connaît rien, on est victime des représentations. Et quand on dit langue régionale en France, il y a tout de suite le mot patois qui est juste derrière, et donc ça veut dire sous-langue, langue de plouc, langue d'inculture, langue qui sert en gros à parler aux chèvres, et point. Voilà. C'est ça qu'il y a dans les représentations. Et donc la plupart de mes collègues, par méconnaissance, sont victimes de ces représentations. On a aussi, parmi nos multiples travers, le souci de la modernité, de la distinction. Et vous n'êtes pas, pour frimer, quand vous dites que vous parlez Poitevin, Saint-Ponget, si vous voulez, c'est pas terrible, quoi. En boîte, ça marche moyennement. Donc, il vaut beaucoup mieux pour un journaliste parisien dire que vous revenez d'un week-end à New York, que vous êtes allé au MoMA, que de dire que voilà, vous prenez des cours de Gascon, quoi. Voilà. Donc, voilà, les journalistes parisiens sont des Français comme les autres, et donc ils n'y connaissent rien, ils sont victimes de préjugés qui sont des préjugés négatifs. Je parle des journalistes. Moi, je suis frappé, je cite souvent cet exemple d'Emmanuel Macron. On peut penser ce qu'on veut de la politique d'Emmanuel Macron, ça, bien sûr, c'est la vie de citoyen, mais nul ne peut contester que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a fait des hautes études, qui est plutôt un littéraire. Bon, Emmanuel Macron a quand même affirmé publiquement que ses arrière-grands-parents parlaient pyrénéen. Ses arrière-grands-parents donc étaient bigourdans, donc ils parlaient gascon. Bon, moi, je crois connaître un petit peu la situation des langues dites régionales. J'ai beau faire de deux côtés de la frontière, des côtés au nord et au sud des Pyrénées, le pyrénéen n'existe pas. Non. Bon, il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est qu'un Emmanuel Macron dise ça, alors que c'est quelqu'un de cultivé, et deux, les journalistes autour de lui, il n'y en a pas un qui s'est offusqué. C'est-à-dire que, comme personne n'y connaît rien, vous pouvez dire n'importe quoi sur les langues régionales. Vous pouvez dire n'importe quoi et ça passe. S'il avait dit l'équivalent en économie, en diplomatie ou en droit constitutionnel, vous auriez eu des articles partout. Là, je posais la question sur cette éventuelle évolution des représentations et des mentalités de l'image des langues, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé pour le catalan à Perpignan, dans la mesure où, effectivement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le catalan, après les années 50, c'était la langue des paysans, de ceux qui n'avaient pas fait d'études, qui n'étaient pas allés à l'école, qui n'avaient pas de statut reconnu ni important.
même si on n'est jamais allé ici jusqu'à voir le catalan comme un dialecte. Tout le monde a toujours pensé que c'était une langue, mais voilà, c'était une langue de troisième catégorie. Et la langue dos pagèsos, des paysans et de ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui sont allés à la vigne. Et ça a changé. Ça a changé beaucoup, en particulier avec l'influence du catalan du Sud. Parce que à la fin du XXe siècle, ça a commencé très fort avec les Jeux Olympiques de Barcelone. Le catalan est devenu la langue des Jeux Olympiques d'une métropole très importante, cosmopolite, langue de l'économie, langue des riches, langue de ceux qui étaient cultivés, qui avaient fait des études, langue de la politique. Et donc ça a changé de manière relativement importante l'image du catalan, langue de la télé. Le seul fait d'avoir une télé normale en catalan qui arrive à Perpignan, je me souviens, les premiers épisodes de Dallas en catalan, c'était une autre époque, mais le choix qu'avait fait le gouvernement catalan de diffuser les séries américaines doublées en catalan, ça avait au départ choqué, mais pendant 15 jours, et puis après, c'est devenu quelque chose de normal. Mais du coup, le statut et la représentation de la langue a changé considérablement, et plus personne actuellement n'aurait l'idée à Perpignan d'associer le catalan avec la langue des paysans. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, depuis Paris, il y a un retard, en tout cas, sur cette réflexion autour de l'image des langues. En général. Vous avez raison, je pense que le basque est dans la même situation que vous. Je dirais que les Bretons ont fait un excellent travail pour revaloriser l'image de leur langue. Les Occitans un peu, mais un peu moins. Et le problème, c'est que tous les médias nationaux en France sont des médias parisiens, en réalité. Et du coup, voilà, les journalistes parisiens qui connaissent bien la situation en Catalogne espagnole, au sud, sont très peu nombreux. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est surtout de la méconnaissance. Moi, je ne crois pas, enfin, je suis un optimiste, je ne crois pas en la méchanceté intrinsèque des gens, mais je pense, si vous voulez, que comme sans doute mes grands-parents, mes arrière-grands-parents devaient être antisémites et racistes, parce que c'était l'ambiance de l'époque, et quand on disait que les Noirs étaient des sous-hommes et que les Juifs étaient cupides, voilà, donc j'imagine, enfin je crois, ils étaient peut-être le plus mais il y a des risques quand même qu'ils étaient comme ça. Ils n'étaient pas moins bons que moi. Moi, simplement, j'ai bénéficié de dizaines d'années de réflexion sur notre passé colonial, sur le dialogue interreligieux, etc. Je pense que ce travail qui a été fait, je cite souvent l'exemple d'Harry Roselmack, si vous vous souvenez peut-être, vous êtes trop jeunes, les étudiants, ça a été le premier journaliste de couleur noire à présenter le 20h de TF1, on devait être en 2008. Ça a été un événement en France et ça a été rendu possible parce que pendant des décennies, la France a fait un travail sur elle-même, sur son passé colonial, sur le racisme, etc. Ce travail n'a pas été fait sur les langues régionales ou sur les accents régionaux. Je suis un défenseur des accents régionaux. Avoir un noir qui présente le 20h de TF1, c'est possible. Avoir une femme, avoir une beurette, tout ça, c'est possible. Mais avoir quelqu'un qui présente le 20h de TF1 avec accent catalan ou de Marseille, c'est impossible. Jean-Michel Apathy n'est pas prêt de présenter le 20h. Pardon ? Que Jean-Michel Apathy n'est pas prêt de présenter le 20h. Et Jean-Michel Apathy, que je connais bien, on a fait le bouquin ensemble, il est devenu journaliste d'audiovisuel par raccro. En deux mots, je vous dis son histoire, Jean-Michel Apathy, c'est un journaliste de presse écrite. Il a fait pendant 20 ans de la presse écrite. Et vous savez que dans les médias audiovisuels, il y a souvent des émissions politiques qui sont en association. Et il y avait une association entre France Inter et le Parisien pour une émission politique. Et à ce moment-là, il y a un journaliste du Parisien qui vient pour présenter sa rédaction. Et le Parisien envoyait son chef de service qui était Jean-Michel Apathy. Et donc France Inter, estomaqué, a vu débarquer sur son antenne un journaliste qui avait un accent basque très marqué, sans pouvoir rien faire. Jean-Michel Apathy n'a pas été embauché malgré son accent basque. Il est venu pour une émission politique envoyée par sa rédaction contre l'avis de France Inter. Et France Inter a été très surprise et déstabilisée, mais ils étaient obligés de faire avec. Et puis qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comme l'émission a duré 1 an ou je ne sais pas combien, au bout d'un moment, ils n'ont plus fait attention à son accent, ils ont fait attention aux questions qu'il posait. Et ils se sont dit, il est bon ce type. Et à force, oui, il y a eu l'accoutumance, si je puis dire, et au bout de, je crois que ça a duré 2 ou 3 ans, et puis un jour, le directeur de France Inter a proposé à Jean-Michel Apathy de l'embaucher. Mais Jean-Michel Apathy a eu cette chance, si vous voulez, de passer le premier barrage et d'être jugé sur sa valeur. Après, on peut contester ses idées, tout ce qu'on veut. Évidemment, il faut juger les gens sur ce qu'ils disent et pas sur l'accent. C'est pas parce qu'il a un accent basque qu'il dit des choses intelligentes. Ce serait renverser le problème et être aussi bête d'une certaine manière. Mais en tout cas, il a eu la chance de franchir le pas
et d'être jugé sur ses qualités propres. Et puis après, il est passé sur RTL, sur Canal+, etc. Mais la plupart des jeunes journalistes qui n'ont pas l'accent standard n'ont aucune chance de passer. Ou bien, ils seront renvoyés toujours par association et par connotation vers des rubriques jugées non sérieuses, le jardinage, la gastronomie, le rugby. Ah, d'accord. Mais en Et revanche, comment faire alors? en revanche, pour le Comment faire 21, alors, à part accident comme ça, comment faire pour passer ce barrage et comment est-ce que vous voyez quelle stratégie ou quelle voie pour essayer de passer cet obstacle-là et de faire changer des choses dans le paysage médiatique? deux méthodes qui doivent aller ensemble. Il y a la loi. Vous avez vu, il y a une proposition de loi qui est discutée pour réprimer les discriminations liées aux accents régionaux. Bon, le but, c'est pas de réprimer, c'est de faire réfléchir. Ça suscite des articles, des débats. Voilà. Je pense que si on explique aux gens qu'il est stupide de considérer que parce que quelqu'un parle avec tel accent, il est intelligent et avec tel autre accent, il est bête. Moi, je fais beaucoup de conférences dessus, etc. J'en parle. J'ai trouvé de gens qui disent non, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça ne tient pas la route une seconde. C'est comme dire un noir ne peut pas représenter le 20h ou une femme ne peut pas être ministre. Ça ne tient pas la route. Voilà. Donc, avoir un accent ne nous renseigne en rien. L'exemple, je vais vous poser une question sur Jean Castex après. Quand Jean Castex est arrivé en disant comment on peut être à Matignon en ayant un accent qui n'est pas l'accent standard, j'ai passé mon temps à expliquer aux collègues que Édouard Philippe aussi avait un accent. Évidemment, tout le monde a un accent, il suffit de parler pour avoir un accent, et que deuxièmement, ça ne nous renseigne en rien sur sa compétence. Jean Castex a peut-être les yeux verts ou les yeux marrons, est-ce que c'est important pour savoir s'il est compétent? Non. Son accent n'a aucune importance, on ne devrait pas en parler. Voilà. Donc, quand on explique ça, en général, ça passe. Donc, pardonnez-moi, je réponds à votre question. Donc, un, il faut des lois pour faire avancer les mentalités. Et deux, il faut que la société civile se mobilise. Et moi, je crois, je le dis souvent, bien sûr, les locuteurs sont en baisse partout, mais il y a tellement de gens qui aiment ces langues, qui les parlent ou qui les aiment, que si on était plus malin collectivement, et là, je me jette la pierre aussi, des minorités actives qui savent porter un combat, il y en a plein dans l'histoire. Plein. Les gens, moi, les étudiants sont trop jeunes, mais ACT UP, qui défendait les homosexuels, etc., le sida, avait mis un jour une gigantesque capote sur l'obélisque. Il y a une photo très célèbre avec ça. Ça a fait le tour du monde. Ils étaient quoi? 200 peut-être. Voilà. Ils ont fait un truc hyper spectaculaire. On est beaucoup plus nombreux que ça. Il faut faire autre chose, à mon avis, que des manifs tous les 5 ans et un article dans le journal. Si on se mobilise et qu'on fait quelques actions coup de poing, visibles, adaptées aux réseaux sociaux et aux télévisions, on fera avancer la cause. Je pense qu'on n'est pas bon là-dessus. On n'est pas assez bon là-dessus. Il faut jouer à Paris, parce que c'est à Paris que se passent les médias. C'est malheureux, mais il faut jouer avec les défauts du fonctionnement. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on se mobilise, que la société civile n'est pas assez mobilisée et pas assez maligne pour se faire connaître. Et deuxièmement, il faut des lois pour faire avancer les choses. Et le jour où il y aura une mobilisation de la société civile, une partie des hommes politiques ont envie d'être réélus. Vos élus font des choses sur les langues parce que dans votre région et dans votre département, si vous êtes contre la langue, vous perdez les élections. Certains sont sincères, hein, j'en suis sûr. Hein. Oui. Certains sont sincères et d'autres le feront par intérêt, mais tant mieux, moi ça me suffit. À Paris, on n'a pas conscience de ça. Mais on peut, nous organiser pour obliger les médias à parler de nous. Et on ne fait pas assez, à mon avis. Alors, moi, j'ai une question. Pardon, allez-y, Rémi, pardon. Une question pour vous. Comment est-ce que vous choisissez les sujets, les thèmes de vos lettres d'information chaque semaine? J'ai une règle. Donc j'écris sur le français et sur les langues de France, globalement. Donc, j'essaie d'avoir une alternance. Alors après, soit il y a de l'actualité. Par exemple, là, il va y avoir la proposition de loi Molac à l'Assemblée la semaine prochaine. J'ai fait quelque chose qui est autour de ça. Soit il y a l'actualité des livres aussi. J'ai la chance, il y a beaucoup de livres qui paraissent soit sur le français, soit sur les langues régionales. Ça me sert d'actualité et puis de renseignement aussi, parce que moi, je ne suis que journaliste, hein, je ne suis pas linguiste, donc j'utilise le savoir des autres. Et puis après, j'ai plein d'idées qui me viennent. Voilà, ça m'intéresse. Je rencontre beaucoup de gens. Là, aussi, toujours dans l'actualité. Là, par exemple, j'ai eu la chance cet après-midi de parler avec un artiste que vous connaissez peut-être, qui est breton, qui s'appelle Denès Prigent, qui est un artiste reconnu internationalement. Et je ne vais pas faire un article de critique musicale. Je vais expliquer, voilà, la place. Il m'expliquait, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui, pour vous donner une idée, est repris dans des films de Ridley Scott, a chanté en Chine, a fait le Stade de France. Il y avait 70 000 personnes au Stade de France lors d'une nuit celtique. Il a eu des prix à Tire-Larigot. Bref, il est considéré comme un très grand artiste. Quand ces disques arrivent dans les radios télé, on lui dit c'est du breton, ça passera pas. Les gens ne comprennent pas.
Et quand il dit, mais pourquoi vous passez des disques en anglais? Il n'y a pas de réponse en face. C'est ça qui est terrible, si vous voulez, c'est qu'il n'y a aucune réflexion. On est sur des idées reçues, des réflexes, majoritairement, hein. Et donc, on se heurte à des clichés. Voilà. C'est la même chose que quand les femmes, au début du XXe siècle, se sont mobilisées pour avoir le droit de vote, et des hommes leur disaient, mais mesdames, soyez sérieuses, retournez à la cuisine. On en est là. C'est extrêmement faible dans l'argumentation en face, mais c'est ceux qui ont le pouvoir. Voilà. Et donc, il faut arriver à débloquer. C'est pour ça que moi, je me bagarre beaucoup pour la télévision et les médias, parce que ça, non pas que je suis journaliste, puis moi je suis en presse écrite, hein, donc c'est pas mon truc, mais ça a des effets sur les représentations. Et là-dessus, c'est très important d'obtenir des modifications. C'est pour ça que je crois à la loi. Et si je peux me permettre de donner un exemple, il y a eu quelque temps une publicité sur les... Alors c'est sur les accents, mais c'est exactement la même chose, hein, c'est la diversité culturelle. Une publicité pour les accents, pour les crackers Belin, pour ne pas les citer, où c'est des 3 petits gâteaux qui bougent. Et il y en a un qui faisait l'acteur, qui est devant une glace, qui répète son texte et qui dit avec un accent du sud-ouest fabriqué en France avec du blé français, mais avec un accent du sud-ouest marqué. Et à ce moment-là, il y a le réalisateur qui a un autre petit bonhomme qui sort, il dit mais c'est quoi cet accent? Et il reprend et là il a un accent dont on m'a dit qu'il était savoyard. C'est pas très clair. Et à ce moment-là, il y a sa collègue qui lui dit mais tu veux te faire virer ou quoi? Et il reprend son texte une dernière fois, il prononce avec l'accent standard et le réalisateur lui dit bah tu vois quand tu veux. Et le slogan c'est fabriqué en France avec du blé français. Donc c'est une publicité dont le message était si vous parlez avec un accent régional, vous n'êtes pas français. C'est ça. Vous savez ce qu'on a fait? J'ai appris qu'il existait une instance de jugement. Je les ai appelés, ils avaient visionné la pub, ils n'avaient rien dit. Mais on pouvait faire appel. J'ai porté plainte, des lecteurs, j'ai fait un article là-dessus, des lecteurs qui ont porté plainte, et il y a eu donc une instance indépendante qui s'est réunie. Il y avait donc le publicitaire, la société, moi, voilà. Et bien on a gagné. Et la pub qui devait repasser a été annulée, et ça va faire jurisprudence, c'est-à-dire que moi, mon but, c'était ça, c'était les alerter en disant, mais faites gaffe à ce que vous laissez passer, quoi. Et ben, les pubs sur les accents, maintenant, devront respecter ça, vous voyez. C'est tout bête, hein, et ça ne va pas changer la situation à elle seule, mais voilà, j'ai vu un film, il y a eu une biographie de Colette qui est sortie il y a quelque temps. Colette parlait avec un accent bourguignon très marqué et elle roulait les R comme moi en ce moment. Je vous assure que je ne porte pas. L'accent bourguignon était celui-là. Et dans la représentation collective, avoir un grand écrivain qui ne parle pas avec l'accent standard, c'est impossible. Je vous jure que le film, l'actrice qui joue Colette parle comme Anne-Sophie Lapix ou Sophie Marceau. C'est ridicule. Je veux dire, si vous faites un film sur Jean-Paul Sartre, vous lui donnez un accent corse. Personne ne fera ça. Eh bien là, on le fait. Parce que dans la représentation collective, rouler les airs et être cultivé, ça n'est pas possible. C'est un scandale, je vous assure, c'est un scandale. Et donc, jouer sur la présentation. Oui, si j'étais plus malin, si j'avais du temps, etc., le jour où le film sort, on se met à 50 devant le truc, on fait quelque chose de spectaculaire, je ne sais pas. On ne laisse pas passer ça. On harcèle le... Là, il y a une biographie de Pagnol qui est en train de se tourner. Je crois d'ailleurs que c'est un... Je ne sais plus, peu importe. Il y a eu un recrutement en Provence en disant on cherche pour jouer Pagnol enfant, un enfant sans accent. Avec accent standard. Mais on devrait harceler, vous voyez, s'il y avait 50 personnes tous les jours sur le tournage en disant glottophobie, 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 discrimination, vous voyez, au bout d'un moment, ça pèserait. Il faut qu'on le fasse. Mais moi, le premier, hein, je ne le fais pas. Hein. Il est possible de changer les choses et on n'a pas besoin d'être très nombreux. Il faut qu'on arrête d'avoir honte, collectivement, où c'est moins que les autres, mais je suis sûr que non. Les Poitevins Saintongeais, je les défends parce que je trouve que c'est la pointe extrême, vous voyez. Même vous, j'imagine que derrière votre écran, vous avez dû vous marrer quand j'ai dit Poitevins Saintongeais. Et c'est normal, parce que vous n'y connaissez rien, moi non plus, enfin, moi, j'ai appris. Et donc, on a tous des réflexes. Les Poitevins Saintongeais, ça fait plouc de chez plouc. Voilà. Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut pas laisser passer ça. Voilà. Il faut qu'on se mobilise et qu'on change les clichés. Vous savez, les beurs, dans les films des années 80, quand il n'y avait quasiment pas d'acteurs beurre. Quand vous aviez un rôle pour un beurre, c'était un délinquant. Et quand c'était une beurrette, elle était femme de ménage. C'était ça, la représentation. Aujourd'hui, vous avez des médecins, vous avez des flics, vous avez des journalistes, vous avez des avocats dans les téléfilms. Ça a changé en 30-40 ans, c'est pas très long. Rien n'empêche qu'on fasse la même chose, nous, avec nos langues. Pour que nos langues soient représentées, et les accents, pour moi, c'est un moyen habile, c'est la porte d'entrée pour les langues derrière. Voilà. Il faut qu'on se bagarre. Voilà. On est une société qui est très réticente, pour le dire gentiment, ça ne changera pas tout seul. Mais il faut qu'on se bagarre. Parce que je crois qu'on arrive.
je crée un parti, je suis le seul membre, mais j'attends les adhésions. Non, je ne crée pas de parti. Mais en revanche, je réfléchis à créer une association qui s'appellerait, je ne sais pas quoi, SOS Glottophobie ou un truc comme ça, mais que sur les accents, sur les langues, il faut faire je ne sais pas si on appelle ça de l'agite-propre, il faut faire des... Je vous assure, c'est comme ça qu'on... C'est pas très compliqué. Les réseaux sociaux, c'est formidable. Il y a des gens qui font des vidéos. On peut faire des choses très, très bien. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'affaire Molac. Je vous renvoie à ceux qui n'ont pas vu. Simon Cogent, qui est un Breton, qui a fait un truc qui s'appelle « Laisse-nous parler Jean-Michel ». C'est très drôle. Il a beaucoup d'humour. Ça marche très, très bien, ça. Et on peut faire des choses comme ça avec les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas assez bon là-dessus, mais les jeunes qui sont derrière, là, les étudiants, vous êtes plus habiles que moi, j'en suis sûr. On peut faire des trucs comme ça. Ça peut être viral et derrière, ça marche et ça a beaucoup d'effets. Il faut qu'on se mobilise. On a raison sur le fond. Il y a encore plein de gens. Voilà. Il faut qu'on se bagarre et on peut y arriver. Je crois. Alors, nous avons une question de N. Idir. Y a-t-il des moyens pour encourager les nouvelles générations à parler et sauvegarder leur langue régionale? Vous voulez répondre? Les moyens d'encourager les jeunes à prendre en main la langue de leur région, ça passe en premier lieu par l'offre d'enseignement. C'est les deux jambes sur lesquelles une langue peut envisager de survivre. Un, c'est la transmission. Actuellement, la transmission naturelle ou familiale intergénérationnelle est interrompue, pratiquement. Il y a très peu de gens qui transmettent le catalan de père en fils ou de mère en fille. Et donc, de la même manière que le français est devenu la langue qu'a pu s'approprier à un moment donné l'ensemble de la population grâce au fait qu'elle a été enseignée par l'école, l'école doit jouer ce rôle-là de transmission, actuellement, de transmission de la langue auprès de tous les jeunes. On parlait tout à l'heure du fait que il y a des gens qui connaissent le catalan et qui ne l'utilisent pas. Et Michel Falcon-Palace, au départ, a dit oui, mais étant donné les flux de population, c'est évident que quand on a dans les Pyrénées-Orientales un pays catalan, 40% des habitants qui sont nés dans le département, ça veut dire 60% qui viennent de l'extérieur, c'est compliqué, effectivement, de trouver une situation dans laquelle, quand on est catalanophone, on peut utiliser la langue. Si l'école déjà permet que tous les jeunes qui passent par l'école, et actuellement tous les jeunes passent par l'école, quand ils en sortent, aient au moins une compréhension, une connaissance passive de la langue, ça permet que ceux qui veulent l'utiliser puissent l'utiliser. C'est la politique qui a été menée en Catalogne du Sud avec l'école et qui s'est inspirée pour ça des programmes d'immersion scolaire du Québec. Toute l'école en Catalogne du Sud se fait en catalan pour tout le monde. Ça veut dire que quand les élèves ont fini leur scolarité primaire, ils connaissent, ils comprennent et ils sont capables de parler catalan. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent, mais ça veut dire que quand on leur parle en catalan, ils comprennent et qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le premier élément. Jules Ferry, mais en catalan au XXIe siècle. C'est ce qu'il faut faire, en essayant de ne pas traumatiser les élèves comme l'inscription qu'il y avait dans l'école d'Aïda Teliaki, parler français, soyez propre. Il ne s'agit pas de reproduire ça, mais il s'agit d'utiliser l'école pour transmettre à tous les jeunes pour qu'il y ait effectivement une situation d'égalité et que tout le monde puisse être en mesure ensuite d'utiliser la langue s'il veut, s'il entend et s'il en a besoin pour travailler à Barcelone ou ailleurs. Et ensuite, c'est le fait par la loi, par des incitations, par des campagnes, de rendre possible l'utilisation du catalan dans la société et dans des domaines d'échange et de vie normale dans la société. Et ça passe par une politique linguistique, ça passe par des lois, effectivement, et là, on en est encore un peu loin. Si je peux votre réponse.
pardonnez-moi, je partage tout à fait votre point de vue. Je crois beaucoup à la culture également de mon côté. Alors, pardonnez-moi, je parle de la région que je connais le mieux, qui est celle du Béarn. Il y a deux choses qui me frappent. Il y a un festival qui s'appelle Estive Hoc, qui se tient tous les ans au mois d'août à Pau, enfin hors période de Covid. Et Pau, il faut voir que c'est une ville bourgeoise qui s'est construite un petit peu contre la société paysanne, et donc il était du dernier chic, bien sûr, de parler français. C'est les premiers qui ont parlé français, c'est les bourgeois de Pau, et parler béarnais, c'était réservé aux ploucs. Eh bien, ce festival a tellement de succès et appelle tellement aux racines qu'aujourd'hui, vous avez des milliers de personnes qui chantent en béarnais lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a un chant qui est très connu, voilà. Tout le monde le chante, ça, à Pau. Voilà. Et je peux vous assurer que les jeunes, et puis après, c'est du rock, c'est du folk, etc., c'est de la musique, c'est pas des bourrés, etc. C'est un succès fou, et vous avez une jeunesse qui chante, qui danse sur des chants en occitan, et ça renverse complètement l'image, et surtout, ça donne un plaisir fou aux gens. Il y a une deuxième spécificité, les polyphonies corses sont très connues, mais il y a aussi une tradition polyphonique dans l'ouest des Pyrénées, au Pays Basque, en Béarn et en Bigorre, en gascon. Et je vous assure que là, vous avez des chants spontanés, donc là, il n'y a pas de public, etc. Ça se fait dans les cafés, les fêtes de village, les fêtes de famille. Les gens chantent spontanément en polyphonie en béarnais. Je peux vous assurer que je connais plein de jeunes qui ont commencé à chanter et qui se sont mis à apprendre après parce qu'ils voulaient comprendre ce qu'ils chantaient, et ça a revalorisé parce qu'il y a un plaisir fou par le corps. La musique, c'est très corporel. Et ça, c'est extrêmement motivant. Là, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, les gens ne pensent pas faire carrière, mais il y a plein de jeunes, notamment, qui apprennent la langue parce qu'ils ont commencé d'abord à la chanter. Voilà. Dans ce qu'on appelle les canters, chez nous, en polyphonie, ça, c'est terrible. Voilà. Je pense que c'est un point essentiel aussi de... Voilà, le mot important, c'est le plaisir, de prendre du plaisir. Et on peut prendre du plaisir à travers toutes sortes d'activités. Et je pense à une association, une organisation près de Perpignan, Ironau de Beau, qui organise toutes sortes d'activités festives en catalan. Et les gens, au départ, ne viennent pas nécessairement pour la langue. Ils viennent parce que pour s'éclater, pour faire la fête, pour faire une activité, et ils sont immergés dans cette activité, ils y prennent plaisir, et il se trouve que c'est en catalan. Si c'était en anglais ou en berbère, ce serait pareil. Et le point déterminant, effectivement, c'est que les gens puissent aller vers une activité, s'approprier la langue, parce qu'ils y trouvent leur compte et parce qu'ils ont plaisir à la langue ou à autre chose qui se fait dans la langue. C'est déterminant, et ça peut déclencher ou être un élément décisif au moment de pratiquer une langue qu'on connaît, ou bien d'apprendre, ou bien de transmettre à la nouvelle génération. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la proposition de loi dite MOLAC, qui sera débattue et approuvée ou non la semaine prochaine à l'Assemblée nationale à Paris. Vous en attendez quoi de cette proposition de loi concrètement? La question est pour moi? Aux deux. Allez-y, monsieur Ferrat. Comme je disais tout à l'heure, ce serait important du point de vue symbolique. C'est une loi qui viendrait un peu traduire dans la réalité juridique française le principe inscrit dans la Constitution qui dit que les langues régionales font partie du patrimoine, appartiennent au patrimoine de la France, parce que c'est une déclaration jusqu'ici tout à fait symbolique qui n'a pas de traduction dans la réalité des faits. Et donc ça permettrait que au moins les langues régionales puissent être considérées comme un élément patrimonial à protéger. Il n'y a pas beaucoup d'articles ni de grandes avancées, me semble-t-il, dans la loi. On va permettre des signes d'acritique, l'accent sur le i de Marty et le tilde de Fanch. On va permettre dans la signalétique de pouvoir faire des panneaux en catalan ou en flamand. Il y a aussi le fait que les langues seront comprises dans les lois et les dispositions générales relatives au patrimoine français, donc à protéger a priori. Et enfin, ce qui avait été en première lecture écarté par le ministre de l'Éducation nationale et par le gouvernement, des dispositions en matière d'enseignement qui permettaient de soutenir un peu plus qu'actuellement
les écoles et les réseaux d'enseignement immersif associatif privé. Ça ne va pas vraiment au-delà de ça, encore faudrait-il qu'elle soit votée, mais c'est une avancée, une pierre supplémentaire dans la protection, dans la reconnaissance des langues. Voilà. Je complète un petit peu, je partage votre analyse. Il y a quand même une disposition qui peut changer les choses, c'est sur ce qui concerne l'intégration d'enseignement immersif dans l'enseignement public, c'est-à-dire que ce ne serait plus uniquement dans le privé, mais dans le public, c'est-à-dire là-dessus que ça coince, d'après ce que j'ai cru comprendre ces jours-ci. C'est-à-dire qu'en gros, en plus, il y a la proximité des élections régionales, donc c'est difficile de voter contre une loi sur les langues régionales à quelques mois des élections régionales. Et puis, il y a les députés qui ont envie d'être élus l'année prochaine, donc dans les régions concernées, donc même dans la majorité présidentielle, ils ne peuvent pas voter contre tout. Donc, ce qu'a proposé, je crois, Jean-Michel Blanquer à ses troupes, c'est de lâcher tous les points dont vient de parler M. Ferrer, mais de dire non à l'intégration de l'enseignement immersif dans l'enseignement public, parce que ça, c'est décisif. Ça, c'est très décisif parce que ça permettrait d'avoir un enseignement efficace pour former des locuteurs. Ce serait plus 3 heures par semaine, ce serait beaucoup d'heures par semaine. Donc là, on forme des locuteurs si on prend des enfants jeunes. Et ça, Jean-Michel Blanquer n'en veut pas. Donc plutôt que de s'opposer à toute la loi, il dit, écoutez, on accepte tout, mais pas ça. Voilà. Donc ça permet aux députés LREM de dire, oui, je suis pour les langues régionales, mais là, ça posait problème. Voilà. Mais j'ai accepté la plupart de la disposition. Parce que là, ça peut être significatif. Voilà. Après, Paul Molac lui-même dit que sa loi ne va pas très loin parce qu'on est bloqué en France par la Constitution. Plus exactement, on est bloqué par le Conseil constitutionnel, qui a fait une interprétation abusive de l'article 2. Alors là, je pense que vous n'étiez pas né, moi je suis vieux, donc j'ai suivi ça. En 92, quand il y a eu Maastricht, le traité sur l'union monétaire, il y a eu une inquiétude en France en disant abandonner la souveraineté sur la monnaie, c'est un élément fondamental. On avait une monnaie indépendante depuis Jean Lebon, je crois, le franc. Donc voilà, abandonner le franc, ça attentait à la souveraineté nationale. Et donc on a eu peur que ce soit un cheval de Troie qui permettait au marché de s'introduire en France. Et la langue du marché, c'est l'anglais. Et donc, on a eu peur et on a dit, on va défendre le français contre l'anglais. Et on a donc ajouté dans la Constitution la langue de la République et le français. Mais dans ce cas-là, il y a eu plein de députés qui ont dit, mais attendez, il ne s'agit pas de lutter contre les langues régionales, il s'agit de lutter contre l'anglais. Donc, les parlementaires l'ont dit, et normalement, le Conseil constitutionnel s'appuie sur les débats parlementaires pour interpréter un texte. Vous avez plein de déclarations de parlementaires qui disent qu'il est hors de question que ça s'applique contre les langues régionales. On a mieux. On a le garde des Sceaux de l'époque qui dit « Messieurs les parlementaires, je vous rassure, ce texte ne sera jamais utilisé contre les cultures régionales en France. » Eh bien, moyennant quoi, quelques années plus tard, quand le Conseil constitutionnel a été saisi, il s'est opposé notamment à la ratification de la Charte européenne des langues régionales en utilisant l'article 2, en disant que ce n'était pas compatible avec l'article 2. C'est le contraire qu'ont dit les législateurs et c'est le contraire qu'a dit le garde des Sceaux de l'époque. C'est la même chose avec la loi Toubon, qui a décliné la loi Toubon, c'est la loi sur le français. Il y avait un principe constitutionnel, on a dit, voilà ce que ça entraîne. Les consommateurs ont droit à un mode d'emploi en français, un salarié a droit à avoir un contrat de travail en français, etc. Très bien. Il y a un article de la loi Toubon qui dit la loi Toubon s'utilise sans préjudice contre les langues régionales. Eh bien, moyennant quoi, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont utilisé la loi Toubon pour s'opposer, par exemple, au financement public des écoles d'Iwan. Il a été utilisé dans l'article contre Fanch, je ne sais pas que vous étiez le père du petit Marty, en disant, en vertu de la loi Toubon, on ne peut pas utiliser les signes diacritiques comme le N tilde. Voilà. Donc, il y a ce que dit la Constitution, il y a ce qu'a voulu le législateur et le gouvernement de l'époque, et il y a l'interprétation qu'en fait le Conseil constitutionnel qui est contestée par de nombreux constitutionnalistes. Donc, on a vraiment, il faut avoir conscience de ça, un pouvoir jacobin, enfin moi je sais pas, j'essaie de le dire de manière neutre en restant journaliste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, qui utilise de manière exagérée et qui fait dire à la Constitution ce qu'elle ne devait pas dire. Donc là c'est compliqué, du coup Paul Molac est coincé par ça. Sans révision constitutionnelle, maintenant on ne peut plus faire certaines choses en France qui sont faites par exemple pour le catalan en Espagne. Si on appliquait la même législation en France, le Conseil constitutionnel dirait non. Alors on peut changer la Constitution. Ça c'est possible. Au-delà de la question de cette vision un peu jacobine, je crois qu'il faut souligner aussi l'immense hypocrisie qu'il y a, parce que au ministère de l'Éducation, on sait très bien, et les Basques l'ont démontré, et on le démontre aussi avec des écoles
immersives qui sont dans le public, mais sans qu'on le dise à Perpignan, que les arguments que font valoir les gens qui sont hostiles, même à l'immersion dans le public, sont complètement infondés. Les arguments avancés sont que d'apprendre dans la langue régionale ou dans une autre langue ou dans un contexte bilingue ce serait en détriment du français. Or, tous les résultats, tous les tests, toutes les études qui ont maintenant plusieurs dizaines d'années et les dernières études qui ont été menées au Pays Basque dans la vingtaine actuellement d'écoles maternelles immersives publiques qui existent en Pays Basque montrent que les élèves issus de ces filières d'enseignement sont meilleurs évidemment en langue en général, mais aussi en mathématiques, mais aussi en français. Et donc le meilleur moyen d'améliorer les niveaux de français, ce serait effectivement de développer les filières immersives et en tout cas le bilingue. Et ça, je parle d'hypocrisie parce que ça, au ministère, on a ces données-là. Les administrations de l'éducation nationale connaissent ces études et ces résultats et disent le contraire ou le cachent. Vous avez la même chose avec les lycées d'Iwan en Bretagne, qui ont des meilleurs résultats au bac, en général, et qui ont des meilleurs résultats en français. C'est ça. Donc, effectivement, on sait maintenant que le bilinguisme précoce est un facteur qui favorise la réussite scolaire. Et ça, maintenant, c'est prouvé par les neurosciences, etc. Donc, cet argument-là ne tient pas, effectivement, mais il est utilisé, y compris par des députés contre la loi Molac. Ils vont utiliser cet argument-là pour s'opposer à l'enseignement immersif. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est faux, encore une fois. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Donc, voilà. Ça peut nous laisser de l'espoir. Il faut savoir que c'est compliqué, mais on peut avoir de l'espoir. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse le mot de la fin. Ça me va très bien. On a encore de l'espoir et de toute manière, voilà, les gens ont raison de défendre leur langue, l'ouverture d'esprit, le respect de la diversité et les autorités françaises s'honoreraient à laisser tomber quelque chose qui est, me semble, vu de plus en plus, alors je ne sais pas depuis Paris, mais en tout cas depuis, avec un angle un peu plus large, comme un combat d'arrière-garde. Oui, et moi j'utiliserais le mot diversité. Il y a un engouement, notamment chez les jeunes, pour la biodiversité, et c'est formidable. Il y a une autre diversité, qui est la diversité culturelle, la diversité linguistique, qui est tout aussi honorable, qui mérite tout autant d'être défendue, voire plus, parce qu'on sait, enfin pas plus, mais en tout cas qui mérite d'être défendue, parce qu'on sait que de très nombreuses langues du monde sont menacées de disparition. Et donc, soyons attachés à la diversité dans tous ces domaines, et défendons la diversité culturelle autant que la diversité écologique. Ça fait mot de la fin. Merci. À la Bailac Ferré, merci. L'association catalane d'estudiants, l'association catalane des étudiants de l'Université de Perpignan espère que cette conférence et ce débat vous auront plu et pour sûr nous aurons sans doute tous appris un peu plus sur cette question. Nous remercions à nouveau nos deux intervenants, Michel Feltin-Palas, on le rappelle, journaliste, rédacteur en chef du journal L'Express, auteur de l'infolettre sur les langues dites régionales en France, et à la Bailac Ferré, professeur de catalan, maître de conférences et directeur de l'Institut franco-catalan transfrontalier de l'Université de Perpignan. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Bonne nuit à tout le monde.